OK, on est sur Radio Pirate Prime et Radio Pirate Live. On vient de faire un genre de 2 heures sur Radio Pirate Prime, si vous en voulez plus de ce qu'on vous offre chaque jour ici. Hein, sur Spotify, sur TuneIn Radio, sur Apple Podcast, sur YouTube. Jerry, t'es salué, mon ami. Yes, sir. Je ne vais pas répéter ce qu'on a dit, mais on a parlé de plusieurs choses. On a fait un lien entre la politique américaine et ce qui se passe au Québec, parce qu'on suit ce qui est arrivé hier en Iowa. Puis on essaie de comprendre comment les Québécois ont pu devenir, ou sont de même depuis toujours peut-être. Peut-être qu'on a eu des bons moments où on était très, très fort dans notre histoire, puis qu'on était meilleur qu'on l'est présentement. Mais peut-être que qu'est-ce qui nous mange en ce moment dans nous autres était peut-être toujours présent. Puis c'est juste qu'on a eu un spark à un moment donné qui nous a donné un break, puis qu'on a eu l'impression qu'on n'était pas si mal que ça. Mais qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui nous arrive? Pourquoi on est complètement, pas déconnecté, mais on est complètement dans un autre univers, contrairement à ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, alors que le Québec vit une crise majeure ou des crises majeures, puis que le Québec actuellement se cherche. Puis là, tu te dis, my God, avec tous les endroits dans le monde qui ont besoin d'un genre de reset pour repartir ça douette. C'est drôle que quand il arrive quelqu'un ailleurs, les Québécois, le premier réflexe qu'ils ont, c'est de le ridiculiser, de le pointer, de l'étiqueter, de le traiter de cave, etc., que ce soit en Argentine, que ce soit aux États, que ce soit dans un pays d'Europe quelconque. On a toujours cette facilité-là à regarder ailleurs, alors que nous, notre cour est pas mal pleine, il y a beaucoup de choses à régler, mais c'est ça, on juge rapidement ce qui se fait, puis jamais on veut s'accoter à ça, d'autres on veut la continuité. Nous, on est à l'aise avec Biden, même si on ne sait pas trop, on fait semblant que Biden est bon, on fait semblant qu'il représente une certaine, comment je pourrais dire, une certaine sécurité, qu'il nous ressemble, etc., alors qu'il n'y a pas plus désastreux que le règne de l'administration Biden depuis 2020, sérieusement. Qui peut voir, même les démocrates ont honte, même, tu sais, comment on peut se sentir bien avec ça? Bien, c'est ça, c'est l'ADN des Québécois qui a peur des leaders forts, qui a peur des gens qui veulent remettre en question ce qui se passe, même si ça va pas bien. Les Québécois ont peur de ça. Et on essaie de comprendre surtout de où ça vient. Est-ce que c'est en dedans de nous puis qu'on ne peut pas contrôler rien? Est-ce que ça nous a été planté par le rôle des médias, Jerry, et tout ce qui a été qu'on a déjà placoté pas mal? Mais quand on compare avec ce qui se passe ailleurs, mettons, comme il se passe, mettons, hier, on a vu l'Iowa. Bon, ce petit bled plus blanc que blanc, avec des gens qui s'expriment de plus en plus de manière conservatrice. Donc là, ils sont jugés durement par les membres des médias. Ce coin reculé qui a voté pour Donald Trump, puis qui n'a pas voulu donner une chance à notre fameuse Nikki Haley, qu'on trouve peut-être rafraîchissante, etc., etc. Ben non, ça n'a rien fait. Ça n'a rien fait. C'est Donald Trump, malgré tout ce qui se passe. Donald Trump a passé la gratte. Et ça, ben, ça shake le Québécois, parce que lui, le Québécois, il ne comprend pas. Là. Il ne comprend pas la patente. Il se dit, mais voyons. Alors que dans les médias américains, c'est la même chose que chez nous. Il y a un genre de discours unanime à l'intérieur des médias, comme chez nous. Et malgré ça, les Américains, d'après les sondages, puis d'après ce qu'on peut voir dans l'Iowa, où 56% des électeurs se considèrent maintenant comme conservateurs. Donc, malgré le fait qu'ils sont attaqués quotidiennement, qu'ils sont étiquetés avec des étiquettes qui sont vraiment, vraiment des étiquettes de marde, comment se fait-il que ces gens-là, malgré Hollywood, malgré les nouvelles, malgré les postes de nouvelles, malgré les médias en général, comment se fait-il qu'ils osent se lever et aller contre le discours ambiant? Pour nous, Québécois, c'est quelque chose qui est impossible à comprendre. Vraiment impossible à comprendre. Donc, on essaie dans la discussion qu'on a eue avec Jerry, avec Mr. White, on essaie dans ce 1h45, 2h qu'on a fait sur Radio Pirate Prime, puis si ça vous tente de venir membre, allez vous inscrire. Il y a, je pense qu'il y a une promotion qui vous permet d'avoir un peu de temps gratuit, donc allez-y, les amis. Ce qui est drôle, Jeff, c'est que l'Iowa, OK, en tant que tel, si tu regardes l'histoire de cet État-là, parce que c'est
Aujourd'hui, c'est très agricole, c'est beaucoup de grands champs de maïs. Mais l'Iowa, c'est les explorateurs français qui ont... c'est quoi la capitale de l'Iowa? C'est Des Moines. C'est un nom francophone. Marquette, Louis Joliette, c'est eux qui ont découvert l'Iowa. Là. Donc, c'est ça qui est spécial, c'est que ces explorateurs-là, qui sont un peu à quelque part nos ancêtres, eux autres, c'était pas des peureux. Là. Non, c'est ça. C'est ça qui est drôle. C'est qu'eux autres là, c'était du monde qui ont pris des risques. C'était du monde qui allait dans l'inconnu, qui n'avait pas peur de foncer. On dirait que ces qualités-là, on est peureux à cette heure, peureux. On a peur de tout. Nous, on a peur de tout. Ah oui, comme jamais on a eu peur. Mais on essaie de comprendre c'est quoi qui se passe. Pourquoi les... Puis, on a des tonnes d'exemples qui nous montrent qu'à un moment donné, les Québécois n'auront plein le cul, puis ils vont se lever, puis ils vont dire bien, on a besoin d'avoir quelqu'un qui va brasser la cage, qui va remettre sa douette, etc. Je l'ai écrit hier en tweet. À un moment donné, les Québécois en auront plein le cul de se faire crosser, à se faire voler, à utiliser leur argent pour engager des travailleurs sur un projet qui n'existe plus, prendre des millions qui appartiennent aux gens, donner ça à des gens qui vont avoir des conditions qu'eux n'ont pas, etc. Tu sais, à un moment donné, les crosses de même... Non, c'est un scandale. Les Québécois vont en avoir assez. Je comprends que des millions de Québécois sont nourris par ce modèle de marde-là, mais il doit y avoir assez de Québécois qui se font faire les poches puis qui sont déçus, puis à un moment donné, ces gens-là vont arrêter d'avoir peur. Et quand quelqu'un va arriver avec du caractère, quand quelqu'un va arriver avec une personnalité différente, quand quelqu'un va arriver avec des idées qui disent « Regarde, moi, je veux changer ça complètement », vous allez voir que ça va brasser, on met ça clean, on met ça douette, vous allez voir que ça va... Il ne faut pas avoir peur de ça, mais j'ai l'impression qu'en dedans de nous, on n'est pas capable de faire ce genre de switch-là. On aime mieux être confortable, aucun changement, on aime mieux être dans la marde, on aime mieux voir qu'il n'y a rien qui fonctionne, qu'il y a de la corruption mur à mur, que l'argent vole, qu'il y a des privilégiés qui sont dans la genre à biscuits puis qui mangent des biscuits comme ça se peut pas et que ce sont vos biscuits. On est comme correct de vivre de cette manière-là en sachant que, au moins, on ne prend pas de chance, on sait ce que l'avenir nous réserve, ce sera la misère. Ce sera la misère, mais au moins, je le sais à l'avance. Donc, j'aime autant être coussiné, confortable, être bien dans des choses où je n'ai pas trop à me poser de questions. Bon, OK, ouais. Les routes sont pleines de trous, les ponts peuvent tomber, les hôpitaux ne me soigneront pas, les écoles forment des cancres, les employés du gouvernement ont des conditions maintenant avec des salaires à 100 000 par année, des retraites à 57 ans, des congés, ça travaille 3 jours par semaine à la maison. Mais dans le fond, je suis sécurisé de savoir qu'il n'y aura pas de changement qui risque de me donner l'ouvrage. Le but, voilà, c'est ça. Ça va me donner l'ouvrage. Si on fait des changements, ça se peut que je sois obligé de faire quelque chose. Donc, j'aime autant être dans la marde puis rien changer. Mais de où ça part? Bon, écoute, j'ai peut-être une piste. J'ai peut-être une piste. Quelqu'un a envoyé à ma blonde, quelqu'un a envoyé, à chaque année, au début de l'année, il y a un genre de panel qui donne les perspectives économiques. Dans ce cas-ci, c'est la région de Québec. C'est présenté. D'ailleurs, ça peut pas être plus. Ça peut pas être plus proche de la corruption que ça, là, mais c'est quand même spécial. Il y a un genre de panel le mercredi 24 janvier au Théâtre Le Capitole. On fait ça à chaque année. Okay. Ça coûte 125 $ y aller et 165 $ pour les non-membres. Les taxes et les frais d'administration sont en su. Et qu'est-ce que vous aurez le mercredi 24 janvier 2024? Eh bien, vous aurez les perspectives économiques et politiques pour Québec en 2024. Est-ce que c'est le Québec? Est-ce que c'est la région de Québec? J'en ai aucune espèce d'idée. C'est marqué Québec 2024. Donc, j'imagine que c'est plus large un peu que la région de Québec. Je veux juste vous dire que ce panel-là
qui est constitué de beaucoup de journalistes. Donc, c'est eux qui... Écoute, il n'y a pas plus cruche en économie que la majorité des journalistes, mais ils sont là quand même sur le panel. Eh bien, c'est présenté par Alstom. Arrête. Non, arrête. Est-ce que vous pensez qu'on va faire un pitch pour le tramway pour puis tous les projets de mobilité à travers la région de Montréal? C'est présenté par Alstom. OK. Donc, ça, c'est la première affaire. Donc, la tendance, les enjeux, les perspectives que nous réserve 2024 au Québec. Qui sont les gens dans le panel? Mario Dumont de LCN, Journal de Québec, Journal de Montréal. Bon, OK. Économiste de formation, un gars qui nous a énormément déçus au cours des dernières années, mais il semblerait que Mario, très décevant, un gars très décevant, Mario, lui, il va tout voir ça. Qu'est-ce que nous réserve 2024, les enjeux, les perspectives, les tendances? Bien, il est sur le panel. Si vous demandez qu'est-ce qui ne va pas au Québec, là, bien, je vais vous en donner plusieurs raisons. Jean-Pierre Lessard, de Aviseo Conseil, aucune crise d'idée qui est ce gars-là. Sébastien McMahon, aucune idée de qui est ce gars-là. IAGP, pas d'idée qui est ce gars-là. Antoine Robitaille, le gars plate qui a remplacé Michel Hébert au Journal de Québec et au Journal de Montréal. Le gars plate à mourir qui était au Devoir avant. Il est plate. À gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Bon, OK. Donc, c'est le panel. Il n'est pas fini, le panel. Antonine Iaccarini de la Maison de relations publiques TACT. Oui. Qui est Antonine Iaccarini. Je pense qu'elle met à la TV parce qu'elle a déjà travaillé pour le Parti québécois. Elle n'a pas été ministre. Elle n'a pas travaillé dans une banque. Elle n'a pas travaillé dans une grande... Elle n'a pas travaillé pour... une firme new-yorkaise de placement et de... Elle a été dans le personnel politique du Parti québécois. Et vu qu'elle a un beau look, ils ont donné une tribune, à un moment donné, comme genre de panéliste à la joute, puis ça finit là. Mais ça lui donne assez pour être sur le panel de qu'est-ce que nous réserve 2024? Qu'est-ce qui va arriver au niveau politique? Qu'est-ce qui va arriver au niveau économique? Bien, ces gens-là, c'est ça. Et qui sont les animatrices? Julie Couture de TVA Nouvelles. Pas grand chose à dire sur Julie Couture. Sœur de Pierre, fait une bonne job. OK? Bravo, Julie. L'autre, Karine Gagnon, du Journal de Montréal et du Journal de Québec, qui fait honte à la profession. C'est quelqu'un qui fait honte à la profession de chroniqueur et de chroniqueuse. C'est à un moment donné, on a comme l'impression qu'il y avait un certain prestige. T'es éditorialiste, t'es chroniqueur, tu fais du... Il y avait comme quelque chose. Et là, aujourd'hui, si quelqu'un vous dit « Je suis chroniqueur dans un journal X », tout le monde part à rire. Là. Tout le monde part à rire. Pourquoi? À cause des Karine Gagnon de ce monde. Karine Gagnon, elle était contre le monde tout le temps. Ça, elle était contre le monde. Mais là, maintenant, elle est l'animatrice de ça. Checkez-moi le panel. Checkez-moi le panel. Tu sais, je veux dire, vous faites ça même en Iowa, vous en faites un panel de même. Pensez-vous que vous allez avoir quelque chose de si faible? Donc, qu'est-ce qui fait qu'on est faible de même? Qu'est-ce qui fait qu'on a tant de problèmes? Qu'est-ce qui fait qu'on aboutit à rien? On a l'impression qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose, ça vire en cauchemar, puis on a comme honte des résultats. Tout le temps, on a comme honte. Regardez les gens qu'on met up front. Regardez les gens. Premièrement, il y en a la moitié qu'on n'a pas. Peut-être qu'ils sont bien bons, peut-être que les femmes les trouvent bien bons, mais je veux dire, on ne les connaît pas. Je ne sais pas c'est quoi leur crédibilité, on ne les connaît pas. Il n'y a pas de gens... Il nous manque de prestige. Donc, quand on arrive pour trouver des décideurs, ben on a de la misère à trouver du prestige. Il n'y en a pas nulle part.
On va chercher des employés de partis politiques pour nous parler. Puis après ça, un journaliste du Journal de Québec, puis un autre Journal de Québec. Voyons donc, c'est quoi cette Christie d'affaire-là? Ben, c'est la qualité que nous avons au Québec. J'ai rien contre eux autres, là. J'ai rien contre ces gens-là. Ils vont avoir un cachet, parfait. Ils vont passer une belle soirée. Ils vont avoir un petit lunch après. Tant mieux, garde. Mais ça nous montre comment on est faible. C'est lui le bug. Il nous manque de Crosby. Il nous manque de Josh Allen, qui pogne la balle à un moment donné alors qu'on pense que c'est fini sur un terrain glissant, puis qu'on pense qu'il va être arrêté par les 2-3 gars qui sont alentour de lui. Il tasse tout, puis il se met à courir, puis il entasse 2-3 autres, puis bang, il se ramasse dans la zone de début. Des vrais fucking fighters. Des vrais leaders. Des vrais gagnants. C'est ça. Si on avait un panel à proposer, pourquoi on ne met pas des winners? Pourquoi on ne met pas des gens qui brassent un peu, puis qui ont une vision, puis qui veulent que le Québec avance par en avant, puis qui font du bing, bang, bang un peu? Ben non, des hosties plates. Moi, c'est sûr que j'avais une petite bouteille là, pour les gens qui me visitaient chez nous. Je ne voulais pas attraper un COVID. J'avais une petite bouteille Push. On a un gars de push. On a un gars de push-push. On a un qui est pas bien bon non plus. Lui, on ne connaît pas. L'autre, je sais pas trop c'est quoi. C'est ça, là. Qui va aller payer 165 $? Je vais vous en faire un, moi. Je vais vous en faire un panel. Moi. Ça va être plein. Ben, je sais que ça va être plein. C'est-tu déductible d'impôt, ça? Ben oui, c'est sûr que c'est déductible d'impôt. Ben, c'est pour ça. Ben oui, ça se met dans un compte de dépenses, ça. Ben oui. On va vous en faire un, moi, un panel de winners. C'est sûr que ça va être vu comme l'extrême droite, là. Mais vous en faire un panel, moi. Oui, mais l'extrême droite. L'extrême droite, arrêtez, là. L'extrême droite. Christophe. Ben, à leurs yeux, ce serait probablement ça. En tout cas, regarde, je sais pas, mais si on fouille où ça vient... C'est quoi le sujet? C'est l'avenir de la Ville de Québec? C'est quoi le sujet? Non, ça semble être les sujets économiques du Québec de 2024. OK. Et les tendances économiques et les tendances politiques de 2024. 165 $ pour voir un panel de mou. Un panel des gens qui vont nous donner des perspectives sur ce qui s'en vient, qui sont des défenseurs de la mollesse actuelle, qui sont les défenseurs des problèmes actuels, qui sont les défenseurs du statu quo. C'est exactement ce que tu as... Ils n'ont même pas besoin de parler. On le sait que si vous arrivez avec quelqu'un, on le sait tous que ce monde-là trouve qu'Éric Duhem est vraiment, vraiment dangereux, puis c'est un Christ de cave, là. Peut-être Mario, de temps en temps, qui est capable d'y parler, mais encore là, il a viré le dos pendant la campagne l'année passée. Des chums. Parce que ça peut le nuire, hein, d'être derrière Éric, parce que finalement, Éric et lui, en principe, c'est des gars qui se ressemblent pas mal. Ils ont travaillé ensemble, des chums. Non. Il a reviré sa cape de bord sur Éric. Oh, là, il a recommencé à parler un peu. Éric est trop bon. Moi, je te l'aurais dit, ah ouais, tu te vires pendant que je suis en campagne électorale, tu me tournes le dos, parfait. Fuck you. Mais c'est ça, c'est la qualité de ce que nous avons. Imaginez-vous, là. Imaginez-vous. Tous, probablement, des défenseurs du statu quo. Tous des défenseurs de ce qui ne va pas. Tous des défenseurs des crosses que nous vivons. Tous des défenseurs des taxes. Écoute bien, hier, Patrice Roy, il aurait pu être sur le panel. Mais Patrice Roy. Si c'est pas son heure, c'est pas l'heure qu'il était à la TV, il est probablement sur le panel. Patrice Roy, il dit, voici le beau train qu'il y a à Vancouver. Regardez ça, comment ça roule, cette affaire-là. Ça nous prend ça à Montréal, ça nous prend ça à Québec. C'est bien facile. Il faut juste augmenter les taxes, puis tout marche. Il dit, la taxe de l'essence, là, 3 cents le litre, là. Si on veut que ça marche, il faut faire comme Vancouver. Vancouver, c'est 18,5 cents le litre pour le transport en commun. Ouch! Le litre, pensez à ça 2 secondes. Là. Oui, parce que là, il faut rajouter ça aux taxes qu'on a déjà, nous autres. Parce que les taxes qu'on a, fait que le gaz est le plus cher au Canada. Donc, on est quasiment équivalent avec BC. Même des fois que BC, pas mal, même quelques cents de plus bas que nous autres. Donc, si on a 18,5 cents sur le transport en commun, puis qu'on veut rajouter ça à Montréal, dans les autres villes, dans les autres grandes villes pour le transport en commun, peut-être c'est pas bien, ça.
C'est tous des défenseurs de la taxation, tous des anxieux climatiques, tous des défenseurs du modèle complètement fini qui nous appauvrit puis qui donne des résultats de marde à grandeur. Ce sont... Imaginez-vous, il y a des gens qui vont voter, qui vont pas voter, mais qui vont payer 165$ pour aller voir des défenseurs de l'échec du modèle québécois. Voilà. Il y a juste ici que ça peut se passer. Parce que les gens qui vont être dans la salle, c'est qui? C'est monsieur tout le monde? Ben non, c'est des gens qui ont le moyen. Ben écoute, aller dans une soirée au Capitole, voir cette affaire-là. Tu payes 165$, tu y vas avec ta femme. Voyons, faut que tu sois plein, là. Ben, même nos meilleurs sont des losers. Même nos meilleurs sont une gang de losers. Ils vont se ramasser au Capitole pour aller écouter des discours de gens qui vont défendre l'indéfendable, défendre le chaos du modèle québécois. C'est exactement ce que vous allez avoir. On vient dans un instant. Vous êtes sur Radio Pirate Live et sur Prime également. On a les petites nouvelles de Jerry après. Oh, le Jerry News Desk. Stand by sur Radio Pirate Live et Prime. Jeff Fillion. Jerry's News Desk. Spécial. Spécial. Voici les news de spécial. Jerry. Avec Jerry. Jerry. Toudou, toudou. C'est Mr. Tudou, White. tudou. Mr. White, c'est agaçant. Non, il est vraiment agaçant, là. Je te le dis, là. Moi, je passe beaucoup d'heures avec Mr. White. Hein. Beaucoup d'heures avec Mr. White. Puis je vous le dis. Non, ouais, mais je vous le dis. Là, j'y ai passé. Vous trouvez une petite semaine, là? Oui! Mais c'est pas la semaine que j'avais pensé. C'est la semaine d'après. OK, c'est pas... OK, oui. Ouais, ça va être la semaine d'après. T'as tassé ça d'une semaine. Oui, mais j'ai déjà mon billet de retour, donc ce sera pas bien long. Ça va être une petite quick. Ça va être... In and out. Un in and out. Pas de burger. Pas de burger. C'est ça. In and out, pas de burger. Pas de burger. OK. Hey, le travail... Ça, là, c'est un mot qui n'existait pas avant. Ça n'existait pas. Là, c'est nouveau. À cette heure, tout le monde m'en parle. Même ma blonde m'en parle. Hein? Ben oui. Le travail hybride. Hybride. Tu sais, le travail hybride, c'est un mix. Tu travailles 3 jours. C'est ça. C'est un mix de télétravail. T'es 4 jours et de en travail. vacances, tu travailles 3 jours. Oui. C'est ça. L'affaire, c'est que présentement, OK, parce qu'il se passe quelque chose. On l'a vu venir. Moi, je l'ai vu venir. OK? Moi, je l'ai vu venir. Pas parce que je suis plus intelligent que les autres, c'est pas ça. C'est que je connais du monde qui gère des employés. Bon, on s'entend-tu, là? C'est dans quelques domaines. Et eux autres, ils en parlaient quand le télétravail a commencé, quand le télétravail est devenu un peu comme une manière de vivre. C'était pas juste temporaire, le télétravail. C'est donc bien le fun, le télétravail. C'est donc bien le fun. Mais la plupart des entreprises, surtout dans le privé, ils ont réussi à sortir le monde du télétravail. Il y en a encore. Il y en a encore. Là, on s'entend dessus. Mais du point de vue du gouvernement, là, c'est une autre histoire. Là, on le voit, ce qui s'en vient. Là. Parce que le gouvernement, OK, le provincial, je parle. Le gouvernement, le fédéral, je ne sais pas ce qui se passe. En ce moment, le gouvernement veut dicter les nouvelles modalités de télétravail. Ils ne veulent pas en parler aux syndicats. Finger syndicats. C'est nous autres dans le futur, c'est nous autres qui vont décider les nouvelles normes de télétravail. Mais en ce moment, les fonctionnaires sont dans... Ils commencent ces genres de négociations, là, les patentes, là, ça commence... Les fonctionnaires veulent... J'aime beaucoup l'expression. Ils veulent enchasser le télétravail dans la prochaine convention collective. Donc, ça va être là pour l'éternité. Là. Ça va être... voilà. Ça va être c'est rentré et coulé dans le béton. Et on sait qu'il y a quelque chose qui arrive et qui est rentré dans une convention collective. Ça ne ressort plus jamais. Voilà. Il est là le point, Jeff. Parce qu'en ce moment, le télétravail, il est comme... Pas ce qu'on parle, il est comme... Il peut être retiré demain. Voilà, c'est comme pas officiel. C'est pas tout est décidé.
Tu sais, il y a du 2 jours, du 3 jours, du 4 jours, du 6, du 6. C'est comme mélanger un peu, là. C'est pas clair, clair, clair. Non, 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 non. Là, les syndicats, ils veulent mettre ça clair. Et ils veulent, puis j'aime l'expression, enchasser. Ça veut dire locker le télétravail dans la convention collective. Mais pensez à ça 2 secondes. Là. Une patente qui n'existait pas avant, ou très peu. Là. C'est-à-dire, quelqu'un qui était en télétravail, c'est quelqu'un qui filait pas puis qui décidait de travailler de la maison. C'était anecdotique. Là. Aujourd'hui, c'est une manière de fonctionner. Là. Mais pensez à ça. Pour toujours, c'est ça l'histoire, pour toujours, à jamais, le télétravail, si c'est fait, va être dans la convention collective. Puis comme Jeff, tu viens de le dire, on ne pourra plus l'enlever, on ne pourra plus jouer avec ça. C'est complètement capoté. Là. C'est pas... Si ça arrive, ça là, c'est... Non, mais on est foutu, là. On est foutu. C'est foutu, 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 foutu. Vous pensez qu'au gouvernement, ça avance pas? Ça avancera pas plus, là. Le télétravail, c'est... ça, c'est mes chiffres à moi. Moi, je pense que c'est 30% d'efficacité de moins. Ah, alors, garanti. Garanti. Oh, je travaille beaucoup. Christophe. Tu travailles beaucoup après ta sauce spaghetti. Là. Voilà. Tu travailles beaucoup après avoir été au magasin. La petite commission. Va chercher les enfants. Va chercher les enfants à l'école. Telle affaire. Maman, elle a appelé. Elle file pas. Arrête au Costco. Arrêtez, là. Ouais, mais quand je travaille fort. On travaille tout fort. Non, mais les autres, ils travaillent plus fort que tout le monde. Mais viens au bureau. Les autres, ils travaillent plus fort que tout le monde. Pourquoi tu veux pas venir au bureau? Je veux juste avoir la réponse. La réponse est simple, parce que tu travailles pas de la même manière chez vous. Voyons, tout le monde sait ça, là. Je veux dire, j'ai pas besoin de... Pas besoin de faire de dessin à personne. C'est correct, là. Ouais. Je veux dire, on n'est pas obligé de se faire des accroires, au moins. Voilà, on n'est pas obligé de se faire des accroires. C'est ça l'affaire. J'aime ça. Je travaille, j'ai pas le même rythme. J'ai pas besoin de me taper l'auto, c'est green, etc. Tu peux tout prendre des hosties de raison. Mais la vraie raison, c'est que quand tu travailles à la maison, tu travailles pas de la même manière. Tu sais, c'est des gens qui sont... Ils sentent... Je sais comment est-ce que c'est, là. On est tous de même, OK? On a des affaires, on ne le voit plus. Mais vous êtes des privilégiés, les amis, là. Vous allez prendre votre retraite à 58, 59, 60. Je sais peut-être que les nouveaux, ce n'est pas la même affaire, là. Mais en général, vous allez avoir un bon fonds de pension. Vous allez avoir... vous n'avez pas de stress s'il arrive une crise économique de perdre votre job. Il y a plein d'affaires que vous avez déjà. La différence entre vous et ceux qui vous payent, elle est déjà énorme. Est-ce qu'il y a des gens qui font plus d'argent que vous? Probablement que oui, il y en a plein. Mais regardez le big picture, vous êtes des gens privilégiés à travailler pour le gouvernement. À un moment donné, vous pouvez vous contenter de ce que vous avez, puis vous pouvez dire, ouais, il faudrait que je commence à me former à la gueule un peu, là. T'sais, ça peut être là. Anyway, ils vont vous laisser travailler à distance. Mais colissez ça dans la convention collective. Tu le dis, là. Ça, là, c'est des précédents. On les connaît, ces précédents-là. Bon, ça crée des problèmes plus tard. Tu n'as pas besoin d'en avoir plus dans la convention collective. C'est déjà une histoire de faire affaire avec les employés. C'est déjà compliqué de faire affaire avec les employés syndiqués. On le sait, là. Donc, c'est ça. La sécurité d'emploi, c'est un précédent. Là. C'est un précédent. Mais la convention collective, c'est plein de choses là, accumulées. Mais à un moment donné, quand tu accumules, tu dis, OK, on est capable d'en prendre. On l'accumule. J'ai déjà négocié une convention collective à l'époque et on était dans un hôtel pendant quasiment 2 semaines. J'ai appris énormément de ça parce que j'étais avec un gars que j'adore, André Gagnon, que je salue, qui est quelque part probablement à Wilton Manor, quelque part dans le coin de Fort Lauderdale, mais c'est un gars avec qui j'ai travaillé pendant plusieurs années, puis c'est un gars de qui j'ai appris, qui était pour Radio Mutuelle, devenu Bell Média aujourd'hui. Puis j'ai négocié cette convention-là avec lui. D'ailleurs, en passant, le gars avec qui je travaillais à l'époque
Richard Turcotte, qui a été longtemps pour Bell, puis avec qui j'ai travaillé à CGAB, puis qui m'a engagé comme directeur. En fait, c'est pas lui qui m'a engagé comme directeur des programmes. Il m'a enduré comme directeur des programmes. On est devenus des amis avec le temps. On s'est perdu de vue parce qu'on change de job à un moment donné. Je l'ai rencontré quand j'étais chez Bell lors d'une rencontre quelconque. Je veux juste saluer Richard, qui a été diagnostiqué avec l'Alzheimer, qui est un gars quand même assez jeune. C'est un gars que j'ai salué cette semaine quand j'ai su la nouvelle par un vieux chum qui s'appelle André Aymon, que je salue aussi. Donc, toujours triste de voir, puis je sais que ça arrive à plusieurs, mais quand ça arrive plus jeune, on est comme ça nous fait capoter un peu, donc je lui souhaite la meilleure des chances. Mais André Gagnon, j'ai négocié avec lui la convention des employés de la radio AM, de la radio FM du temps, et j'en revenais pas de voir qu'on arrivait avec... Le but qu'on s'était donné, c'était de simplifier la convention collective. Et on était avec des dirigeants du syndicat qui ont monté haut en passant. Là, je les ai vus souvent dans les journaux, qui sont montés quand même assez haut. C'était pas des gars pas sympathiques, mais des gars qui ont monté très haut dans les instances syndicales que j'ai vus monter dans les années après. Donc, tu voyais que c'était des gars talentueux, mais eux autres faisaient ça toujours en fonction des employés de l'État. Donc, quand ils négociaient avec nous autres, ils ne voulaient pas créer de précédent pour les négociations qui allaient venir avec les employés de l'État. Je capotais là-dessus. Je me disais, voyons, tu sais, j'étais jeune. Je me disais, c'est quoi le rapport entre des employés de stations de radio, puis, ben oui, c'était la même affaire. C'était les employés de la CSN. Eux autres, ils négociaient toujours en fonction des futures négociations avec le secteur public. Puis ils disaient, si on fait ça, nous autres, là, dans notre tête, on peut juste rajouter des choses en convention collective. On ne peut pas en enlever. Non, il nous le disait, là, on était à la table un en face de l'autre. Il disait, il arrivera jamais un moment où on va enlever un acquis dans la convention collective parce qu'on aura à vivre avec ça. Puis quand on va aller négocier avec telle grosse compagnie, puis surtout avec les secteurs publics et le gouvernement, ils vont nous le remettre sur le nez ce qu'on est en train de faire. Donc le gars, il disait pas qu'on n'avait pas raison. Le gars, il disait pas que ce serait plus simple, effectivement, si on le faisait de cette manière-là. Parce que nous, on essayait de marier deux conventions collectives de deux stations de radio qui n'étaient pas ensemble auparavant. Et il disait, non, il faut juste les mettre un dans l'autre, puis c'est plus. Mais non, mais ça n'a pas de bon sens. On peut pas. Il faut nettoyer ça. Oui, je comprends que vous devez nettoyer, mais nous, on ne veut pas parce qu'on ne veut pas créer de précédent. C'est de même que ça marche avec les syndicats. C'est de même que ça marche avec les syndicats. Puis, rajouter à ça que les syndicats ne comprennent rien, ni des pieds, ni de la tête, c'est-à-dire que quand on leur dit, il y a 20 ans, de mélanger des classes avec des bons étudiants et avec des pas bons, c'est pas une bonne idée, puis qu'un jour, vous allez le regretter, bien là, aujourd'hui, c'est rien que de ça qu'ils parlent. Donc, ils sont bandés sur les acquis et ils ont des têtes de cochon, puis ils veulent rien comprendre, ni des pieds, ni de la tête, comme on dit. Puis, ça amène tous les problèmes que nous avons. Donc, à chaque fois qu'ils veulent en ajouter, il y en a qui vont dire « Ah, c'est pas grave, Chris, mettez ça dans la convention collective, on est la paix. » Non! Non. Il faut plus rajouter rien à rien. Plus t'en rajoutes. C'est pour ça que les hôpitaux ne fonctionnent pas, là. Beaucoup de conventions collectives avec beaucoup de nananes qu'on a mis dedans. Le gars s'en vient là, il est boss, il veut mettre l'hôpital douette. Il n'est pas capable. Qu'est-ce qui fait ça? Lourdeur et tous les points qu'on a rajoutés au fil des années dans la convention collective. Never! Thank you, Jerry. Bon point. Il y a eu un reportage, je pense que c'est Radio-Canada. Tu sais, on connaît Radcan, là. C'est un reportage sur la COVID longue. Non, mais c'est intéressant. Tu veux dire, ils disent qu'il y a 10% des gens... 10% des gens qui ont eu la COVID, ou une fois, deux fois, trois fois, comme vous voulez, mais il y a 10% du monde qui ont eu la COVID qui disent qu'ils ont encore des symptômes de COVID. Là, tu dis, mettons que je suis pas pareil. J'ai eu la COVID déjà, puis mettons que je suis moins en shape que j'étais, ou je sais pas, moi, j'ai des petites séquelles de quelque chose. Mais il y a une affaire spéciale. C'est que dans le reportage, puis c'est de même, ça confirme un peu ce que moi je pensais, là. Dans le reportage, la personne, la dame qui parle, elle parle de la COVID longue, elle dit qu'elle n'est pas capable de faire telle affaire, elle n'est plus capable de faire telle affaire. La dame, c'est une prof de français au collégial. Il n'y a jamais de travailleur autonome, il n'y a jamais de chef d'entreprise, il n'y a jamais un garagiste ou un entrepreneur. Je rappelle que c'était mon point au départ, il y a 2 ans. Là. Oui. Je vais croire, parce qu'on n'est pas capable de déterminer si ça existe pour vrai. Là. Il y a beaucoup de discussions là-dessus, mais il n'y a rien. Il n'y a pas une prise de sang qui va voir si c'est la COVID longue. Ils ne sont pas capables de le voir. Là. C'est que tu parles avec ton médecin, tu
tu baragouines des affaires, puis tu réponds les bonnes affaires, puis le médecin va conclure que c'est ce que tu as. Puis il va te donner un genre de congé si tu travailles pour l'État. C'est de même que ça marche. Mais ça, c'était mon point il y a 2 ans. J'ai hâte de voir la première fois qu'on va trouver quelqu'un qui a la COVID longue, qui travaille dans le secteur privé et qui n'a pas de congé. Vous, c'est ça. Le gars qui a, je sais pas moi, la dame qui a une boutique. Elle est propriétaire d'une boutique, puis elle travaille, elle fait 50 heures par semaine dans sa boutique. Mais elle, la dame, elle ne peut plus travailler parce qu'elle a la COVID longue. Non. Elle n'a pas de COVID longue. Coussiné, tu peux avoir la COVID longue. Ben oui. Pas coussiné, pas de COVID longue. Puis il y en a beaucoup qui ont eu la COVID longue dans le temps des fêtes aussi. Oui, c'est ça. T'sais. Hey, Oui. Parce que ça t'es pas obligé de rendre visite à voyons, c'est le fun au bout. Non, Ouais, viens pas me voir avec les enfants. Ouais, j'ai la COVID longue. Je pense que j'ai la COVID longue. Ça fait 2 semaines que je file pas. Je devrais être correct la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est rendu le 5 janvier. Là. Ouais, ben, le médecin me dit que le 5-6 janvier, je devrais être correct. Ben là, maman, c'est parce que les enfants commencent le 5. Ah, oui, c'est ça. Ben on s'en prendra cet été. Là. On va s'en Je viendrai faire un tour au chalet. Viendra au chalet Ouais. l'été prochain. Le petit chalet dans la région de Stoke. Je vous Et parle je veux de juste Stoke. vous dire que le chalet, si vous venez faire un tour, je sais que c'est loin, mais la chambre avec les lits, on l'a enlevé. J'ai fait mon studio de peinture. Ouais, c'est ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va souper vers 4 heures. Puis vu qu'il fait noir tard, ben vous pourrez partir vers 6 heures. Vous allez être correct à la maison, arriver à noirceur. Oui, vous n'allez pas vous en aller. Exact. Je vous parle de Stoke. Parce que Stoke, c'est une belle petite municipalité dans le coin de Sherbrooke. Là. Puis là, il y avait une réunion. Autrement dit, une réunion avec le maire. Parce que c'est 3000 de population. C'est tout petit, Stoke. Mais l'affaire, c'est que le monde a reçu le compte de taxes 19% d'augmentation. Et c'est boire. Boum! Et là, l'affaire, c'est que le maire a fallu qu'il s'explique. C'est normal. T'sais. Fait que. Puis le maire, il a dit là, les gens. Les gens étaient en tabarnak, mais les gens ont resté polis. Mais ça, c'est un des problèmes en passant, nous. Loin. Avez-vous fini d'être poli quand vous faites fourrer? Mais l'histoire, il y a un bout intéressant, Jeff. Le bout, c'est que le maire, il a dit c'est le déneigement de la ville qui coûte une fortune. Il y a une augmentation de 26% sur l'année passée. Il n'y a plus de neige. Les gens se plaignent, il n'y a plus de patinoire, il n'y a plus de plus de neige. neige, On veut mettre le maire de Québec veut mettre des canons à neige dans la ville pour mettre de la neige. Rajouter de la neige. En tout cas, à Montréal, il y en a qui se plantent, là, puis ils se retrouvent à l'hôpital. Oui, c'est ça. Mais j'ai trouvé le bout intéressant. Le bout intéressant, c'est qu'il y a des citoyens qui étaient dans la salle avec le maire. Il a dit, ouais, là, ils ne peuvent pas résilier le contrat là, parce que c'est pour cette année, là, puis ils sont pognés que ça. Mais ça a coûté une beurrée. Là. C'est où ça, Stoke? Pas loin de Sherbrooke. OK, mais il me semble qu'il ne neige pas à Stoke. Il y a de la neige? Je pense qu'il y a de la neige. Okay. S'il y a un contrat de neige, il y a un contrat de neige avec la ville. Mais ce qui arrive, c'est qu'il y a des citoyens qui ont dit au maire, attends un peu. L'année prochaine, j'ai trouvé ça bon. L'année prochaine, avant de donner le contrat de déneigement à un gars, parce que c'était le seul soumissionnaire. Parce que ils ont passé des soumissions. Il y a un qui a levé la main et dit moi, je déneige la ville, ça va coûter tant. Une augmentation de fou, là, 26 puis une patente de banc. Mais là, il y a des citoyens qui ont dit ouais, attends un peu. L'année prochaine, là, on pourra peut-être s'organiser. Dans le sens que Jean-Paul, il y a un loadeur. Jean-Paul. Henri, il y a une pelle. Tipolo va venir nous aider. Donc, le monde. Donc, on commence à se débrouiller, là. Oui, le monde de la petite ville, ils ont dit ouais, l'année prochaine, on pourra peut-être en faire des bouts, nous autres. Ah oui, on voit l'ouvrage. Puis on pourra baisser les taxes, on m'a dit, tu sais, à la place d'avoir. Parce que là, les taxes augmentent de 19 dire, ça pourrait coûter moins cher si on en ferait des bouts par nous autres mêmes. J'ai trouvé ça pas pire. Ah oui. Vraiment, j'ai trouvé ça le fun. Tasser les crosseurs. Il y a beaucoup de crosseurs là-dedans. Il y a beaucoup de crosseurs. Hey, en parlant de ça, t'as vu que notre chum Alain Bégin, ben oui. On a parlé pas mal de notre déneigement de Vinny. Est-ce qu'on a parlé sur live? Pas déneigement, remorquage. Remorquage, excuse-moi. Remorquage. Est-ce qu'on a parlé sur live ou sur Prime? Live, écoute, bonne question, je sais pas. Non, je pense que c'est Prime. Remorquage Arnold. Donc, un déneigeur part de Pont-Rouge, s'en vient chez nous pas bien loin.
sort du fossé notre chum Vinny, qui est pogné là. Donc, pas la déneigeuse, mais la dépanneuse vient, prend 5 minutes, sort le char, s'en va. 350 $. Timé nous a montré une facture de 166 $ avec son, il y a quelques mois avec son cube. Et hier, Alain Bégin m'a envoyé sa facture de son 53 pieds. C'est quand même... Mais non, ça marche pas, là. Il y a une vanne 53 pieds, là, avec toute la vanne en avant, là, ce qui tire le tracteur de vanne. C'est ça, le tracteur. Et dans la tempête, il y a quelqu'un qui est venu le sortir de la marde. Ah oui, il était dans la tempête en plus. Dans la tempête. Pour la même job, ça a coûté 266 piastres. Donc, à un moment donné, quand on se fait fourrer, il faut le dire haut et fort. Donc, si vous avez besoin d'un remorqueur, Arnold, vous ne l'appelez pas. Il y en a d'autres qui m'ont dit hey, « Moi, je le fais ton coin. » Mais Arnold, vous ne l'appelez pas, là, parce que Arnold, il va vous expliquer que lui, il se fait plus fourrer que tout le monde. Puis lui, c'est quoi ton affaire? Non, Chris, il fourre le monde. Là. Voyons, je dis, Chris, t'es en train de mes assurances, j'ai mis ici, j'ai mis ça. Non, tout le monde fourre tout le monde en ce moment. Vous avez le droit de poser des questions. Une dernière, mon ami. On s'entend-tu? Oui. Mais les hauts dirigeants gauchistes, souvent, ce qu'ils ont, autrement dit, ils dérangeaient pas tant que ça. Mais là, ils commencent à déranger parce que là, la jeune journaliste a dit ouais. Elle dit ils viennent tous en jet à Davos. Ils polluent. Là, ils polluent, là. Là. C'est nouveau, ça, là. C'est nouveau cette année, là. Ah, là, c'est nouveau cette année. Ben oui, c'est bizarre. Il pensait qu'elle allait y aller comment en Suisse? Là? Non, mais là, l'histoire, c'est que la jeune. Tu sais, la naïveté, à un moment donné, il y a une limite. Tu peux être naïf, là, mais à un moment donné. C'est Christophe, là. Alors, reprends sur toi, là. Elle, la jeune a dit. Oui, ça m'a fait rire. La jeune a dit les participants devraient aller à Davos en train. OK, bon, OK. Ou, attends un peu, ils devraient, toute la gang de Davos, se mettre ensemble puis faire un réseau de. Je vous le jure, là, c'est écrit ça, là. Toute la gang à Davos, ils s'organisent ensemble, puis ils s'organisent un réseau de covoiturage de voitures électriques. Ah ouais, ben oui. Les gars, les bonhommes, ils ont des jets privés qui leur appartiennent. Là. Inquiète-toi pas, ils vont le prendre. Là. Ah oui, leur nom est écrit sur le jet. Quand tu possèdes un jet avec 8 hublots, puis il est à toi, là. Puis t'appelles le pilote. Taylor Swift, elle, c'est une méga gauchiste green. Là. Taylor Swift a fait des vols de 20 minutes en jet, là. Elle fait 110 vols par année. Oui. C'est une des plus pollueuses sur la Terre. Elle vous fait la leçon sur le climat, c'est quand même spécial. Voilà. C'est... Donc, si un jour tu possèdes un jet, tu le prends, ton jet. T'as vu que Hertz largue les voitures électriques? Oui, parce que Hertz, il y avait une flotte assez impressionnante de chars 20 000 électriques. voitures. Ben, c'est beaucoup, là. Il y avait 20 000 voitures. 80 des voitures que vous aviez dans les parkings de Hertz, une des plus grandes compagnies de location de voitures, c'était des Tesla. 80 Et ils sont tous à vendre. Il y a des si tu fouilles, pas besoin de fouiller bien, mais ils sont à vendre déjà. Tu peux avoir une Tesla 3 achetée chez Hertz à 17 000 $. Oui, ça, c'est du côté américain. Là. Ouais, c'est ça. Et on dit, briseux, on est tout le temps sur l'entretien, on fait pas d'argent avec, ça mange nos profits, c'est terminé. On tourne aux voitures à combustion. Exact. Wouhou! Ben, c'est ça l'histoire. Là. C'est ça l'histoire. C'est l'entretien. Puis comme tu dis, briseux, telle affaire. Regarde, lui, on dit trop de trouble. Le grand rêve. Le mirage. C'est trop de trouble. Le mirage. Les autres sont encore pires. Ils veulent avoir un train pour amener le monde à Davos. À partir de Washington, aller à Davos en train, c'est un peu plus compliqué, j'imagine. Thank you, Jerry, pour le Jerry News Desk de ce mercredi. On fait ça en plein milieu de semaine tout le temps maintenant. Mon nom est Jeff Fillion. Vous êtes sur Radio Pirate Live et sur Radio Pirate Prime. On revient avec Reg. I love it. Radiopirate.com. Radio Pirate. Online.
radiopirate.com. La chronique de Régent Tremblay vous est présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Bon, ben Régent, il faut que tu nous parles de ton hit du week-end. Hey, un peu, là. S'il n'y a pas de tempête, il y a combien de monde au Centre Vidéotron en fin de semaine? Y a-t-il 1 000 de plus? 11 000, ouais. Oui. C'est l'estimation de Martin Tremblay. C'est 11 000. Mais c'est lui qui connaît ça. Camille et Stéphane, lui, il était content du... Camille et Stéphane, ce qu'il voulait, lui, c'était que ESPN puisse dire « in front of 10,000 ». Oui. C'est mieux que 9 000. Oui, c'est une grosse différence. Comment dire, le double digit change beaucoup de choses en perception. Oui, monsieur. C'est comme quand toi, Jeff, quand tu pointes ton 7 chiffres, c'est plus pareil. En les bonnes années. Raconte un peu comment ça s'est passé, parce qu'on s'en est parlé un peu mercredi, mais raconte un peu comment ça s'est passé en fin de semaine. C'était une soirée... c'était une soirée extraordinaire, parce que il y avait plusieurs facteurs ensemble qui convergeaient. Tu sais, un gros succès, ça se sent à l'avance, mais une affaire éblouissante, à un moment donné, c'est comme si ça se développait dans les dernières journées et les dernières heures. Une tempête de neige à Montréal, c'était une catastrophe parce que ça enlaidit encore Montréal. Une tempête de neige à Québec, c'est folklorique, c'est beau. Ouais. Ça fait sourire. Tu le croiras pas, là, mais les Anglais étaient tout énervés de faire des topos. La TV, voyons, ça n'arrêtera pas. C'est juste qu'avant qu'on commence, ça sonnait déjà. Donc, mais nous, on aime ça. Stress pas oui. Oui. Oui, ça met de l'ambiance. Oh. Mais donc, la télévision britannique a passé des documentaires, des extraits, des topos, Oh oui. comment c'était Québec. Puis tu vois le reporter dans la neige qui pèle. Ben oui, tu sais, mais ça fait des bonnes images. Et ça, c'était je dirais, ça aurait pu être, ça a coûté probablement 1000 personnes, mais en même temps, ce que ça a fait, ça a donné encore un sentiment que tout le monde se battait contre les éléments. Après ça, il y a des affaires qui ont été faites que tu ne vois pas souvent, honnêtement. Moi, j'étais à Londres, le dernier combat de Beterbiev, j'étais avec Lady Joe puis Big Z. Zachary. Tu sais, il fait pisser le jeune, hein? Il était à Londres, lui, pour le combat de Beterbiev. La grosse Il a misère. vie très, très, très tough, Zach. Oui. Accrédité par BPM Sport. Deuxième rangée. Et donc, il a vécu ça. Mais je peux te dire que lui, il a pris un Uber. Moi, j'ai pris avec les Joe un taxi. Puis, quand il fallait se promener dans Londres pour aller pour des reportages, des entrevues, on prenait des Uber. Eux autres, il y avait 7 chauffeurs pour tout le monde. Les journalistes anglais qui arrivaient à l'aéroport, Zachary était là, Yves Goulet ou les autres. Il y avait un chauffeur qui les attendait. Oui. Bob Arum, sa famille, sa fille voulait aller visiter le Vieux-Québec. Bon, Il y a quelqu'un qui ça s'occupait d'elle. Donc, c'est un genre de petit service de concierge total. Puis Ah, ça, le monde apprécie ce genre de patente-là. Ben, c'est exactement ça. ESPN, quand ils voulaient se déplacer à l'entourage, eux autres étaient... Imagine-toi, ESPN, au lieu de se retrouver dans un shack, un Holiday Inn à Londres, là, ils étaient à l'entourage. Quand même. Avec la patinoire du lac Beauport, puis tout le service de l'entourage. Ben, donc, c'est pas tout à fait pareil. Ben non. C'est pas la même ambiance. Donc, tout ça a créé que quand tu es arrivé vers 4h30 que les portes ont ouvertes, C'était déjà un hit avant que ça commence. oui. Et là, tu commences, Moreno Fendero, qui vient de la République Centrafrique, qui était membre de l'équipe française de boxe aux Olympiques, il passe le knock-out au deuxième round. Ça commence bien. Même pas, je pense. Ouais, deuxième round. Après ça, ça continue. Iman Kabayev, qui, selon moi, je ne suis pas sûr qu'il a la même puissance que Beterbiev, mais c'est le même. Il vient du même système. Tu sais, il a 27 ans.
des grosses carrières amateurs, représenté. Tu sais, c'est le même type que Beterbiev. Là, ça continue à monter. Puis même le combat, tu sais, les combats féminins, des fois, il faut le dire, c'est plate. Mais là, Léla Baudouin, c'était un bon combat. Ça n'a pas fait baisser la. Après ça, tu arrives, M. White va nous dire le nom, Moloney puis Sanchez. Les deux gars pèsent 118 livres. D'habitude, les combats de coq, c'est poids coq. Mais là, je ne sais pas ce qu'ils avaient mangé, mais oui, ils avaient mangé du coq enragé. Ils t'ont livré un 12 rondes pour le championnat du monde. Le monde capotait dans les 4 dernières rondes. C'est-tu vrai, M. White, ça? M. White, il a ses autres écouteurs présentement, c'est pour ça. Oui, mais il s'en vient, mec. Il arrive là. T'avais-tu écouté, M. White, le combat des 2 coqs de 100 livres? Oui, je l'ai écouté. Paraîtrait que c'était malade? Ben oui, parce que là, c'est comme je disais à Régent, c'est que moi, je ne connaissais pas. Là. Ma culture de boxe est limitée. Là. Mais là, je commence à écouter ça, puis là, j'ai dit, je vais écouter le début. Puis là, j'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? C'était ces animaux-là, tu sais. C'était complètement sauté. Puis finalement, ils m'ont tenu jusqu'à la fin. Je veux dire, j'ai écouté les gens bout. dans les estrades, là, ça se levait debout à la fin, les rondes 10 et 11, et à la fin du combat, là, standing ovation. Ben oui, alors que... Au début de ce combat-là, le monde, tu vois que le monde sont comme moi un peu, sont assez tranquilles, là, mais moi, j'étais rendu le bout dans mon salon aussi. Là. Non, c'est capoté. C'est capoté. Ça a été un spectacle extraordinaire qu'il y a eu, pour vrai. Là. Puis moi, je suis même pas un amateur, là, imagine. Et tout de suite après, Mbili. Oui. Mbili est probablement le boxeur le plus spectaculaire présentement sur la planète. Ben lui, on se demande où c'est qu'il prend son énergie. Parce que Mané, on se dit, ben là, Mané, au 3e round, il va ralentir. Là, il va... Parce que là, on dirait qu'il y a une énergie à l'infini. Lui, au niveau cardio, il doit se carrer incroyablement. Là. Lui, là, il pourrait faire une pub pour, comment ça s'appelle? Everlast? Les batteries là, qui... Oui, l'énergiseur. C'est le bonnie. Ah non, mais lui, c'est... Mais d'abord, mais sais-tu ce qu'il faisait à 7 heures le lendemain matin? Oh non. Ah oui, il s'entraînait. Oui. Tu l'as écrit dans ton article. Oui, il faisait du jogging... Il se rendait à faire du jogging dans le gym au Bonne Entente. À 7 heures le lendemain matin. Christophe. Puis les boxeurs, c'est pas comme Beterbiev. Moi, c'est pas à toi que je vais apprendre le métier. Où est-ce que j'étais à 8h30, je pense, le dimanche matin, après 5 heures de sommeil? À la salle à manger de l'entourage. Ben oui, parce que tu savais qu'elle allait être là. Ben oui, qui c'est qui va descendre déjeuner tôt ou tard? Ben oui. Marc Ramsey, assis-toi, mon Marc. J'ai pas touché à mon jus d'orange. Profites-en. Puis là, c'est là que j'ai appris que Luc Vincent Ouellette, que j'adore, c'est un ancien bum des rues de Montréal. Il a tombé dans la face à Eddie Hearn. Eddie Hearn, soit dit en passant, ne peut pas faire l'amour à lui. C'est impossible. Il fait un trip à 3. Est-ce qu'il se regarde? ou comme a écrit Francis Paquin, sur une île déserte, il y a un miroir, il est correct. J'adore. Donc, il s'aime beaucoup. Monsieur Greg, c'est pas un défaut. Non, mais c'est un bel homme. C'est 6 pieds 3 pouces, fait des poids, fait un jeûne de 72 heures à chaque 2 mois, prend des bains de glace pour avoir les idées claires. Ouais. C'est ça. Ouais. Tout à fait comme fait. Ah ouais. Puis, mais je dois dire qu'il était pas mal. C'est Zach qui l'a ramassé après le combat. Il était moins jasant. Mais Jerry était impressionné par. Moi, j'ai écouté un combat. Moi, j'ai écouté un combat, c'est le dernier. J'ai écouté la finale. Parce que Beterbiev, je l'avais vu boxer, mais c'est tous des bouts que j'avais pognés sur le web à un moment donné. J'ai pogné. Tu ne l'avais jamais vu construire un combat? Non. Exact. Moi, j'avais vu plein de vidéos de lui, mais plein de vidéos mélangées, comprends-tu? Là, j'ai écouté le combat de A à Z, donc du premier round jusqu'au 7e. Là. Et, Régent, là, je te le dis, là. Okay? J'en ai écouté un peu de boxe dans ma vie, tu sais, puis de UFC, puis de kickboxing dans le temps de Thériault, puis de, tu sais, la bataille, j'en ai écouté un peu, puis ma blonde, à une époque, elle haïssait pas ça, là. Elle aimait ça. Mais là, t'as changé de blonde?
Non, j'ai toujours la même blonde depuis ok. 38 ans. C'est ça. Mais la fin, c'est qu'elle a écouté le combat avec moi. Ah! Ah. Oh! Et ma fille aussi était là. Donc, on a écouté le combat. Ta fille qui est on- une fille d'une fan de UFC depuis longtemps. Ben là, c'est ça. Aujourd'hui, elle est moins fan de UFC, mais elle aime ça, Ouais. le combat. Elle aime ça. Là. Hey, c'est quoi? Comment t'as trouvé ça? Je capote. Moi, j'ai jamais vu ça. Le combat fini, OK? Beterbiev, là, on dirait qu'il sort du restaurant. Non, Chris, attends un peu, là. Tu dis, le gars, là, il est tout à fait normal. Il a la bouche fermée, pas souffler bandole. Ça n'a pas de bon sens. Je le sais que ça n'a pas de bon sens. Mais à l'entraînement, là, c'est tellement dur ce qu'il fait comme entraînement. Jerry s'est étouffé. Oui, il s'est étouffé, il est couché, il est rendu couché à terre, là. Alors, il est tellement émotif. Excuse-moi. Non, mais Jerry parle de l'autre. L'autre, t'es magané. non, Oh. l'autre, il y avait plus de face. Christophe. Non, le gars, il n'y a plus de visage. Sa mère, on le connaît plus. Non, Christophe, son coach a arrêté tout ça. C'est Chris, le gars, il va. Mais l'affaire, c'est que le plus pire, tu l'as dit tantôt, Régent. Avant d'entrer en onde. Avant de rentrer en onde, le coach là, de Smith, là, lui, je te le dis, là, il dit Christophe, il va même pas le knocker, il va traîner le steak jusqu'au 12e round, tabarnak. C'est comme un genre de michoui. Oui, un genre de. Il travaille la viande, oui, comme un boucher. Oui, il n'est pas à point encore. Chris, là. il travaille la viande, tabarnache. Il fait un barbecue, il prépare, il cuisine, câlisse. Mais Jerry, Il t'avait de sortir, Christophe, les navets, les patates. Chris, il est en train de cuisiner, câlisse. ça n'a pas de bon sens. Non, ça n'a pas de sens. Mais moi, là, je vais les repasser parce que, tu sais, je suis ça professionnellement, très proche. Mais t'as remarqué que finalement, Smith, il s'est fait... Il était écœuré en plus. Il voulait plus vivre, lui. Ah oui. Bon. Le dernier combat à Londres, contre Yard, Oui. c'est le coin qui a arrêté tout ça. L'autre ne voulait plus. Avant ça, c'est Marcus Brown à Montréal. Au 9e round, il est resté à genoux. Il a regardé puis il a dit « Moi, c'est pas vrai, je me lève plus. » Il est resté là. Avant ça, c'est Joe Smith. 2 rondes, il était encore debout. Il était tellement perdu, complètement étourdi, que là, le coin a tout arrêté. Wozniak, Wozniak, là, c'est celui qui a failli tuer Stevenson. Oui. Il y avait 2 ceintures, Wozniak, là. Sais-tu quoi? Il est resté à genoux. Il n'était pas knocké. Il dit, moi, je suis pas vrai, je me relève. On vient de faire les 5 derniers. Pardon. Puis si je continue, là, il les knock pas, il les écœure. C'est ça. Puis, je suis allé voir les statistiques sur boxing, il n'y a pas tant de choses. Il faut que j'aille voir les statistiques du combat. Il faut que j'aille voir ça. Là, Beterbiev, lui, OK, on parle de punch, on parle de jab, puis on parle de power punch. Power On punch, là? les 3 catégories. Les 3 catégories. Lui, il est à 38. OK? Smith, il est à 16, 13, 19. Bon, ben, ça te donne... L'autre, c'est un horloge, OK? Puis c'est un cuisinier. C'est Christophe, j'ai dit tabarnache. À un moment donné, le gars, lui, il va finir, il va s'acheter un restaurant. Il va s'acheter quelque chose. Mais c'est drôle parce que l'expression qui a été employée, c'est un chirurgien. Ah, voilà, c'est le bon mot. C'est le bon mot. C'est un chirurgien. Puis quand les gars qui connaissent ça, là, vraiment, tu sais, je sais pas si t'as pas regardé. Oui, au premier round, les 30 premières secondes, il est allé mesurer tout de suite comment la veillée se passerait. Il est sorti, d'habitude, il commence bien slow. Là, il est sorti, bang! Il est allé les 30 premières secondes, il t'a amené Smith dans le coin. Il a pris la mesure tout de suite. Jeff, Dominique Lasablonnière de Jonquière, qui a été matchmaker pour Yvon Michel, puis pour bien des... Il connaît ça. Ouais. À 40 secondes, j'ai reçu un message. Monsieur Tremblay, le combat est fini.
Donc, on le savait, c'était juste après ça de l'étirer puis de s'amuser avec. Et là, d'abord, il faut que je vous dise que j'ai reçu beaucoup j'ai fait des selfies, j'ai rencontré des gens de Radio Pirate. Tabarouette, je ne sais pas c'est quoi la cote d'écoute, mais il y a du monde. Deuxièmement, tu sais comment ça marche dans la vie? Donnez et vous recevrez. Ça, c'est Jésus qui a dit ça. Bon. Oui. Et le gouvernement. C'est pas tout le temps vrai. Et la CAQ. Prenez et vous ne recevrez pas. C'est ça. C'est à ça que je pensais. Je me disais, ouais, c'est pas tout le temps vrai. Donc, je suis installé, première rangée chez les journalistes, dans la section des journalistes, place exceptionnelle. Mon ordinateur est installé. Il y a une madame qui m'a amené un sandwich et un lunch. Tout est beau. J'ai mon manteau, j'ai le capuchon Lady Joe, j'ai Orlando Argudieda qui ont fait un documentaire avec Julie qui est invité. Bref, il y a 3 manteaux, puis je suis assis, donc c'est confortable. Et là, au bout d'à peu près, je ne sais pas, rendu vers 7h30, Virginie, la directrice, Virginie Assali, qui, elle, a passé une semaine sans dormir, la directrice de Eye of the Tiger arrive, elle dit, Régent, il faut que tu me sauves la vie. Je dis, hey, tu m'as sauvé la vie en Arabie, toi, pendant 4 jours. C'est que tu veux. Elle dit, j'ai un journaliste, j'ai oublié son nom, j'ai un journaliste de ESPN, ça a l'air qu'il est bien important, il fait des crises parce qu'il est dans la 3e rangée. OK. Tu sais, le Christophe Desgaux. Ouais. Ben là, j'ai dit, il va me trouver une place. Non, elle dit, il y a une place à côté de Eddie Hearn. Fait que le chroniqueur, s'est retrouvé assis à côté de Eddie Hearn, à côté de Bob Arum, à côté de Camille Stéphane, à côté de Martin Tremblay. Bref, première rangée des VIP. Donnez et vous recevrez. Fait que j'ai pensé, mettons que c'était, en plus d'avoir la meilleure place dans le building, tu sais, m'a donné Eddie Hearn, il est fin, mais quand il voit un micro, il parle. Fait que Camille et Stéphane l'avaient installé à la gauche de Bob Arum. À un moment donné, je parle à Bob. Ben moi, je l'appelle Bob. Je suis quasiment de son âge. Lui, il a 92, j'ai 80. 79. Fait que, de l'espace, tu comprends? Oui. Le Centre Bell, ils sont tous coincés. Oui. Le Centre Vidéotron, là, Ça a été le défi. les gens de ESPN et de Top Rank étaient... Oh oui. plus qu'emballés, là. Oh oui, on t'a vu. On t'a vu 10 Mais, fois. hey, c'est dangereux, la maudite TV, parce que pendant le combat de Léla Baudouin, et ça n'a pas été long, tout de suite, c'est arrivé sur Facebook. Régent Tremblay regarde son écran au lieu de regarder le combat. Ben oui. C'est Mike Coppinger. Oui, c'est vrai qu'il est bon. Mais, en tout cas. Mais, hey, il est à suivre sur... Excuse-moi, c'est parce que il faudrait que j'aille dans la poche de mon manteau. Là, oui, c'est à ta place, quand même. Là, il dit, what do you mean? Non, c'est correct, là. Il voulait que tu sois confortable. J'avais rien à prendre dans la poche du manteau, mais il voulait qu'il sache. Oui, c'est ça. Mais il l'a su encore. Mais tout le monde, moi, les 200 personnes qui m'ont dit, c'est dire ce qu'on pense. Ben, c'est carrément ce que j'ai... moi, j'avais parlé de ça avant. Je ne savais pas que l'heure et la date étaient choisies. Okay. Mardi, quand je t'ai parlé, là, je ne savais pas. OK, donc ça veut dire que Vendredi, mon tweet, j'ai fait un tweet qui était un gros hit en fin de semaine sur le doc. Puis c'est ça mon point, c'est que de l'exprimer comme si c'était quelque chose de gros parce que ça l'est, c'est vrai que c'est pas normal. C'est vrai que c'est pas normal. Ça, moi, je comprends pas ça. Là. Je suis comme toi, je me dis, voyons donc, c'est ça qui fait qu'on avance. C'est ça qui fait que quand il y a des gens un peu plus controversés, des gens qui se tiennent debout, des gens qui osent questionner, même si des fois ils peuvent se tromper, c'est quoi ça, ce malaise-là qu'on a? Ben oui, mais le principe, les grands principes, la démocratie, c'est quoi? C'est un débat en parole, en argumentaire, au lieu de faire des guerres. Oui. Puis tu essaies de convaincre l'autre, puis tu essaies de trouver un juste milieu. Oui. Mais si tu es toujours sous la menace d'une terreur de woke, puis que c'est le plateau qui mène toute la société, tu peux pas comment tu veux progresser? On l'a vu le pas unique, on l'a vu ce que ça a donné pendant la pandémie, là. Oui. Hein? Oui, mais
qu'est-ce qui fait que... Tu l'as rencontré du monde qui pense la même chose, ils te l'ont dit, ils te l'ont exprimé. On est pas une grosse gang, probablement que dans le building, il y en avait 10 000 là même. Parce qu'ils ne sont pas là pour rien. C'est tout interrelié, cette affaire-là. Mais comment ça se fait qu'il y a peu de monde qui exprime ce qu'on vient juste de dire là? Comment ça se fait que même l'autre gang qui ne sont pas d'accord avec nous autres, pourquoi eux autres, une des choses essentielles à leurs yeux, c'est pas ça aussi? Pourquoi dans un clan, c'est interdit? Et pourquoi qu'on n'a pas dit de son vivant qu'au moins il disait ce qu'il pensait, puis même si ça créait de la controverse, il défendait ses idées. C'est pas ça qu'on disait de son vivant, les bien-pensants, là. T'es un vieux fou, t'es un macho, t'es un raciste. Tout y a passé. Tout. Tu sais, là, à un moment donné, là, son avocat, c'était un Haïtien. J'ai plein de... Hey, j'ai des photos de lui, moi, avec Max Gros-Louis. J'ai des photos du doc avec des Haïtiens, avec Christian Mbili, avec des boxeurs, avec Jean-Pascal. Tu sais, c'est sérieux, là. Mais on prenait... C'est parce que c'est à cause de l'histoire de tout le monde en parle. Il a sorti une étude. Ouais. Puis une étude qui existe, là. Il n'a pas inventé ça dans sa tête, là. C'est l'Université de Montréal. C'est ça qui est enseigné. Ben oui, c'est ça qui est enseigné. Hey, c'est-tu bon, c'est pas bon, regarde. Ben non, mais anyway, sur le plan de la logique, là, le blanc bien nanti à Atlanta, que l'enfant a accès à une bibliothèque et à des enseignants privés, il y a plus de chances, malheureusement, de se développer que le jeune noir qui vit dans le ghetto, qui n'a pas une Christophe de Seine, puis qui vit dans un milieu de dope. Non, c'est sûr. Bon. Puis ça s'est amélioré. Ça n'a rien à voir à l'ADN, ça a à voir à l'environnement dans lequel. L'environnement, ça. C'est ça, et exact. plus l'environnement s'améliore, maintenant, regarde, c'est plein. Tu arrives aux États-Unis, tu le vois, toi, là. Des avocats noirs, Ça change beaucoup, là. Ben ça change. Les ghettos rapetissses, ils sont en train de gagner cette patente-là. Là. Ben oui. Et c'est extraordinaire. C'est tant mieux. Tant mieux. Ben voyons donc. En tout cas. Ouais. Mais pour le live, c'est fait pour notre ami Régent. On a plus de Régent sur le Prime. Si vous voulez vous inscrire, allez vous inscrire. Vous avez du temps gratuit en passant si vous allez sur radiopirate.com. Éric Duhem est stand-by. Jeff Fillion. JeffFillion.com. OK, Éric Duhem avec nous sur Radio Pirate Live et Radio Pirate Prime. Éric, c'est-tu notre première en 2024? Je pense que oui. Oui, je pense que oui. C'est une première. Il est trop tard pour se dire bonne année, hein, rendu le 16 il est trop tard. Puis déjà, je sais déjà que ça va être une année de merde. Donc... Attends, on va peut-être avoir des élections fédérales, tu vas être content. Ouais. Hey, t'as-tu été au rassemblement hier de Poilievre? Non, je suis pas allé. Non. Raconte-moi pourquoi t'étais pas là. J'étais pas là parce que ça me tentait pas de voir les médias puis de me faire poser la question si j'allais être candidat au fédéral. Ah, OK, je comprends. C'est une bonne raison? Ou très bonne. Très bonne. C'est parce qu'à chaque fois candidat au fédéral? À chaque fois que je suis... c'est ça. À chaque fois que je suis là ou que je suis vu avec Poilievre, où ils savent que j'ai rencontré Poilievre, là, ça repart la machine à rumeurs. Puis regarde, j'étais même pas là hier, mais il y avait 10 de nos candidats qui étaient là. Il y avait beaucoup de militants, des associations, plein de monde qui étaient là. Puis Pierre Paulus, il a fait un lapsus qui est allé dire « Bienvenue au rassemblement du Parti conservateur du Québec ». Le monde s'est mis à applaudir et à rire. Puis là, ils ont fait... Puis c'est ça qui fait une nouvelle un peu à matin. Fait qu'imagine si j'avais été là. Ouais. Ça aurait été encore pire. Est-ce que... on la voit, puis je sais, là, comme chef du parti provincial, t'as pas à toi à juger comment ça se passe, mais je comprends la manière de faire ça. C'est qu'il veut pas faire peur, puis il tient toujours le même discours. Hier, c'est le même discours qu'on entend un peu partout, frappe sur Trudeau, parle d'attaque du carbone, parle des maisons, parle de l'inflation, puis ça se tient pas mal à ça. Puis on répète. C'est très efficace, on le voit dans les sondages. Oui. Mais tu sais, quelqu'un comme moi... qui a hâte de voir comment ça va se passer. Je comprends que lui, il ne veut pas nous le dire avant parce que les médias vont l'utiliser pour faire peur au monde. Puis là, ça risque de changer la tendance. Mais on peut s'attendre à quoi? Mettons, là, je sais que tu n'es pas dans les secrets des dieux. Il ne te raconte pas ce qu'il va faire. Mais
son discours est un peu vide, dans le sens qu'il ne veut pas trop en dire pour pas que ça donne des munitions aux membres des médias. Mais il y a certainement un plan pour mettre ça de bain douette. Il y a beaucoup de travail à faire. Qu'est-ce qu'il va faire, dans les premiers mois, la première année, taxe du carbone? Qu'est-ce qu'il va faire concrètement, d'après toi? Il y a un méchant chantier, là, parce que la première affaire, c'est de reprendre le contrôle des finances publiques, parce que vous comprenez que Trudeau gaspille comme si l'argent poussait dans les arbres. Mais comme s'il n'y avait pas de lendemain. Et là, la première étape, là, c'est de fermer les robinets en arrivant. Je pense que ça va être le premier gros défi d'un gouvernement Poilievre, parce que au rythme où on est parti, écoute, il y a plus que doublé la dette là, depuis qu'il est là, le Trudeau. Là. Et puis, il continue à annoncer des dépenses. Tu as vu, là, avec le NPD, là, ils sont en train de repartir là, sur des assurances pour les médicaments. Puis, là, il leur reste encore un an, potentiellement. Ils peuvent faire du grabuge, là, parce que là, il y a encore un budget qui va être adopté ce printemps. Là, pour faire plaisir au NPD, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait bien du rouge, bien de l'encre rouge dans le budget. Ouais, je sais. Ouais. Et fait que là, ils vont partir, là, puis il n'y aura plus d'argent, puis le gouvernement sera plus capable de fermer les livres. Fait que ça va être ça. D'après moi, c'est le premier puis le plus important défi. Puis ça va être un problème qui va être pogné avec ça pendant 4 ans. Ça va être de nettoyer la soie cochon que Trudeau va y avoir laissée. Là. Moi, j'ai l'impression que ça va se résumer à ça beaucoup. Il peut couper dans quoi, d'après toi? C'est quoi le... Je veux me dire, il y a beaucoup trop de fonctionnaires. C'est sûr que la taille de l'État... Mais il y a des places qu'il va falloir qu'on réinvestisse. L'armée, on a comme envoyé tellement de stock à l'Ukraine, beaucoup de munitions, beaucoup d'ici. L'armée est comme déshabillée. C'est se recentrer sur les missions fondamentales. Tu viens de le dire. Là. L'armée, là, s'il y a une fonction où le privé n'est pas là, c'est celle-là. Là. L'idée, c'est de revenir aux fonctions de base de l'État, puis le reste, de commencer à épurer puis à éliminer. Mais c'est facile à dire, c'est beaucoup plus difficile à faire. Je me souviens quand Stephen Harper est arrivé au pouvoir, puis d'ailleurs, Stephen Harper, c'est un peu le mentor de Pierre Poilievre, d'une certaine façon, dans le sens où il a été ministre dans son gouvernement, il a été député dans son gouvernement, puis ça a été... il y a un peu la même façon, je pense, d'opérationnaliser les choses. Puis Harper, ce qu'il avait fait, il avait demandé à ses députés de leur présenter... De chaque ministère, chaque ministre devait arriver au Conseil des ministres avec une fourchette de qu'est-ce qu'il allait couper, si c'était 5, 10 ou 15 %. J'y vois pas de mémoire les chiffres, là, mais c'était à peu près ça. Là. 5, 10 ou 15 % de votre ministère. S'il faut couper d'un matin, c'est quoi le plan? Fait que chaque ministre était obligé de présenter une fourchette en fonction de ce qu'il allait couper, en fonction du pourcentage. Puis à partir de là, bien là, il prenait des décisions sur quel pourcentage dans quel ministère on coupe. Et je pense que c'est la meilleure façon de procéder. Là. Il faut que chaque ministre fasse l'éventail des possibilités, puis arrive avec la fourchette, puis ultimement, c'est le premier ministre puis le gouverneur en conseil, c'est-à-dire le conseil des ministres qui décide. Dans les défis, bon, il y a toute la folie, la grinitude du gouvernement Trudeau qui va prendre le bord, j'imagine. Ben Donc, la taxe du carbone, c'est... Pour le Québec, c'est pas un enjeu, parce que nous autres, on va l'avoir encore, mais le reste du Canada, c'est quand même symbolique, cette affaire-là. Mais mettons qu'on est à peu près dans les mêmes semaines, mêmes mois. Poilievre est élu majoritaire. Trump est élu. Une des choses primordiales pour l'économie du Canada puis pour la sécurité, je dirais, énergétique de l'Amérique du Nord au complet, c'est de finaliser le tuyau, le Keystone XL. Le pipeline, oui. Puis aussi, il va y avoir des affaires aussi. Tu sais, on regarde tout ce qui se passe dans le monde. Là. Des fois, je trouve qu'on ne parle pas des vrais sujets. Je sais que ça va au-delà des compétences provinciales de ce qu'on parle là, mais tantôt, là, il va falloir que le gouvernement en place, qui arrête d'être un peu débile, ces histoires green, commence à s'occuper des réserves énergétiques. Là. Il y en a une dans l'Arctique en haut. Il y a un débat sur les territoires. On est avec les États-Unis là-dedans. Il faut s'entendre avec eux autres parce qu'ils ont l'Alaska d'un bord. Les Russes longuent la patente. Ça peut... Donc, quand on parle d'armée, quand on parle de bien s'entendre avec les voisins, de sécuriser la population pour pas qu'on vive ce que l'Europe a vécu, ça, c'est un sujet qui peut devenir gros, cette affaire-là. Là. Ouais. D'être certain qu'on a... parce qu'on sait bien là, que le courant, puis tous les chars électriques, les affaires, c'est bien beau l'histoire qui dure depuis 4-5 ans, là, mais on sait que l'avenir, c'est pas nécessairement ça. Donc, ça va prendre un retour à une certaine réalité. Est-ce que d'après toi, il y a une équipe alentour de lui qui va être assez forte pour dealer toutes ces affaires-là? Là? Mais en même temps, tu as raison, là, mais en même temps, oui, c'est provincial, parce que l'énergie, les ressources naturelles, là, c'est une compétence des provinces. Et d'ailleurs, ça, c'est assez paradoxal ce qui se passe présentement. Là. C'est que
les provinces, les provinces qui présentement revendiquent le plus contre Ottawa, contre la centralisation à Ottawa, contre le trudeauisme, là, les provinces les plus décentralisatrices, c'est devenu les provinces de l'Ouest, ce n'est plus le Québec. Je pense que de mémoire, là, c'est la première fois de l'histoire du Canada que ce n'est plus le Québec qui revendique pour être autonome dans ses propres champs de compétences. C'est rendu tellement grave. En Alberta, ils ont adopté un projet de loi sur la souveraineté de l'Alberta dans un Canada uni. En Saskatchewan, ils sont rendus qu'ils refusent de collecter les taxes fédérales sur l'énergie. Ça, c'est carrément de la désobéissance civile, là. Un gouvernement, ça, on n'a pas vu ça, nous autres, au Québec, là. Un gouvernement qui carrément décide de ne pas appliquer les lois fédérales puis de ne pas collecter l'argent que le fédéral veut collecter là, sur la taxe sur le carbone. Oui. Fait qu'ils sont très revendicatrices. Puis l'autre affaire, le Québec, là, Jeff, on a la réserve de gaz naturel la plus importante non exploitée au monde. Ce qu'on sait, je pensais pas que c'était un gros domaine, je pensais que c'était tout petit. C'est capoté. OK. Puis, mais c'est parce qu'il y en a des plus grosses que nous, mais elles sont exploitées. Nous, il n'y a pas non seulement il n'est pas exploité, c'est que nous autres, on n'a même pas le droit d'explorer. Ils ont arrêté l'exploration. On ne peut même plus savoir jusqu'où on décide d'être pauvre, là, puis qu'on décide de ne pas ramasser l'argent qu'on a en dessous des pieds. Là. Et donc, ça aussi, ça va faire partie à un moment donné de l'équation. Puis moi, j'espère qu'à un moment donné, il va falloir qu'on mette les Québécois devant leur choix. On ne peut pas demander de recevoir 10, 12, 15 milliards de dollars parce que l'Alberta a choisi d'exploiter ses ressources, ses hydrocarbures. Puis nous autres, on a des réserves, mais nous autres, on est green, fait qu'on ne l'exploitera pas, mais on veut de l'argent, par exemple, de l'énergie des autres. Fait que ça, il va falloir que le Canada aussi, là-dedans, il commence à dire au Québec, gars, ou bien non, vous voulez pas exploiter rien, puis vous voulez vivre pauvre comme job, bien, c'est votre choix. Mais si vous ne pouvez pas dire, on veut que les autres exploitent leurs ressources, puis nous autres, on veut vivre avec leur argent, mais on ne veut pas exploiter les nôtres. Mais ça peut faire bizarre pareil, parce que, mettons que Poilievre est élu, puis tu te ramasses avec des PM de province, mettons comme, bon, Ford, il est conservateur, mais on va le mettre conservateur, mais il y a une cravate rouge. Mais quand même, en Nouvelle-Écosse, c'est un conservateur. Au Nouveau-Brunswick, c'est un conservateur. Après ça, à l'île du Prince-Édouard, c'est un conservateur. Après ça, Danielle Smith, on la connaît. Après ça, Scott Moe, bon, il a son parti à lui. Là, c'est le parti saskatchewanais, mais c'est l'équivalent du Parti conservateur en Saskatchewan. Mais ce que je veux dire, c'est que on va se ramasser au Canada ou est-ce que ça va être des conservateurs qui veulent justement, qui veulent mettre... À un moment donné, il faut se tenir la main. C'est-à-dire, on est-tu unis, le Canada? Là, on fait-tu des affaires ensemble? À un moment donné, il faut être partant pour des projets, justement, plein de projets. Il y a plein d'affaires à régler. Là. Il y a des frontières entre les provinces, by the way. Là. Oui, des barrières. Beaucoup de barrières entre les provinces. Mais par rapport, justement, à l'énergie... Ça veut dire, à un moment donné, le Québec ne peut pas être à part tout le temps. Là. Ça veut dire, à un moment donné, ça ne marche pas. Là. Mais non, ça ne marche pas. Puis on ne peut pas garder ce qui s'est passé juste avec le gazoduc. Là. Le fait qu'on ne veut pas qu'il y ait un terminal au Saguenay, puis on ne veut pas qu'il y ait un pipeline qui passe dans le Grand Nord pour amener du gaz naturel liquéfié qui partirait de là pour aller alimenter l'Europe ou ailleurs dans le monde. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Il va falloir qu'on fasse des choix comme Québécois. Puis pour ce qui est de l'alliance avec les autres partis provinciaux conservateurs, dans les prochains mois, j'ai l'intention d'ailleurs de me promener et d'aller les rencontrer, les chefs conservateurs au Canada. Je pense que c'est important que le Québec... C'est un bon move, ça. On parle toujours qu'on va être autonome et on va être décentralisateur, mais premièrement, on n'a plus le monopole. Non seulement on n'a pas le monopole, mais on n'est même pas ceux qui lead présentement sur ce front-là. Ouais. Et deuxièmement, ces gouvernements-là, tous les gouvernements qui sont les plus décentralisateurs dans les provinces, c'est tous des gouvernements conservateurs. Et puis on risque d'avoir un gouvernement à Ottawa qui va avoir une sensibilité pour ce genre de discours-là. Tu sais, Justin Trudeau, là, il est très centralisateur, puis Jack Meeting encore plus avec le NPD. Puis là, maintenant qu'on a un gouvernement NPD libéral, puis un peu bloc aussi, bizarrement, le bloc, là, il est supposé être souverainiste, OK? Mais à Ottawa, il vote comment? Il vote à peu près tout le temps avec le Parti libéral. C'est insupportable. Puis il appuie le fait que les libéraux veulent empêcher les provinces de développer leurs ressources naturelles. Il appuie le fait qu'Ottawa veut empêcher les provinces d'avoir des programmes c'est devenu un parti très green. Le Bloc québécois, c'est un parti green avant. Ce n'est plus un parti nationaliste, c'est un parti green. Mais c'est une contradiction dans les termes. Le Bloc québécois a été fondé à l'origine, rappelez-vous, par Lucien Bouchard pour justement décentraliser le Canada. Aujourd'hui, ils appuient à deux mains
le gouvernement le plus centralisateur pour empêcher les provinces de faire des avancées au niveau du privé en santé ou au niveau du développement de leurs propres ressources dans leur territoire. C'est le Bloc qui marche sur la tête, là. Puis je ne sais pas combien de temps que ça va durer, puis combien de temps les Québécois ne seront pas au courant du mensonge, là. Mais à un moment donné, il va falloir que les choses se disent. J'espère que la prochaine élection au Québec va être une occasion de souligner la contradiction crasse du Bloc. Mais c'était ça mon point. C'est qu'il y a plein de choses qui ne sont pas nécessairement dans les discussions quotidiennes, mais que finalement, quand on en a besoin, on se rend compte qu'il y a des folies. On s'est rendu compte avec les moins 45 pendant la nuit dans l'Ouest canadien que l'Alberta, même s'il chauffe, la majorité des maisons sont chauffées au gaz naturel. Ouais. Malgré ça, il y a eu des pointes d'électricité. Il a fallu que la Saskatchewan fasse pas un don, là, mais ils ont comme envoyé sur la grille de l'énergie d'eux autres. Puis là, le PM de la Saskatchewan, il a rappelé à Trudeau qu'une des raisons pourquoi il était capable de faire ça, c'est qu'il gardait ouvertes les usines d'électricité au charbon puis celles au gaz naturel, toutes des affaires que ces gens-là veulent enlever. Puis que là, je vois justement cette semaine, là, il y a Alcan au Saguenay qui décide probablement de briser des super de belles montagnes avec des paysages extraordinaires sur du Saguenay quand on arrive avec les montagnes. Et là, ils vont mettre des éoliennes pour être capables de fournir les alumineries parce que Hydro-Québec ne sera pas capable de leur donner, parce qu'encore une fois, il y a une genre de chasse gardée green qui a commencé à penser que les barrages n'étaient pas green, etc., etc. Donc, il y a une folie au niveau de l'énergie que si on n'est pas prudent avec ça, on va se ramasser comme certains pays d'Europe qui sont à la traîne de plusieurs voisins. Oui. Certains États qui ont fait des mauvais choix, dont le Texas, où il fait moins 10, moins 12 aujourd'hui, qui l'ont regretté il y a 2-3 ans. Des fois, c'est pas des sujets sexy. Non. Mais ça devient... Quand tu en as besoin et que tu te rends compte que là, c'est ce qui se passe, il n'y a pas de courant, il nous demande de baisser les chauffeurs. La sécurité énergétique, moi, je trouve que c'est pas assez jasé. Non. On parle beaucoup de souveraineté, puis on parle de référendum puis de drapeau à l'ONU. Là. Oui. Mais la souveraineté énergétique, c'est très important. Mais ça... Si tu veux être indépendant puis si tu veux être autonome, la première étape, là, c'est qu'il faut que tu sois capable de t'alimenter en énergie puis que tu ne dépendes pas de l'énergie des autres. Présentement, au Québec, là, 100% de nos hydrocarbures viennent de l'extérieur, alors que, comme je t'ai dit, au niveau du gaz naturel, on a la deuxième plus grosse réserve au monde. Puis on ne l'exploite pas. À un moment donné, il va falloir que les Québécois comprennent que c'est pas juste... Un, c'est une question économique, parce que oui, on va faire de l'argent. Deux, c'est une question environnementale, parce que c'est pas vrai que de faire venir nos hydrocarbures d'ailleurs sur la planète, ça pollue moins que si on n'avait pas besoin de le transporter et on le prenait localement. Puis troisièmement, il y a un aspect de géopolitique là, au niveau stratégique, puis au niveau de ton pouvoir en tant qu'État, si tu es autonome. Et ça... on n'en discute jamais. Hein. C'est pas un sujet qui passionne beaucoup de monde au Québec. Puis, tu sais, c'est pire que ça. Là. Regardez ce qui se passe avec les usines à batterie au Québec. On est en train de donner 10 % de l'énergie qui est à l'industriel à des usines qui sont en construction. Là. Ce qui est énorme. On empêche, tu viens de donner un exemple, une aluminerie, mais on empêche aussi des PME de se développer. Là. On empêche un paquet d'entreprises parce que présentement, là, ils sont tous obligés de passer puis demander des permissions. Il faut quasiment qu'ils aient quêté à Hydro-Québec pour avoir le droit de se faire brancher. Puis ils viennent d'adopter un nouveau projet de loi qui rend ça encore plus compliqué et encore plus discrétionnaire pour le ministre de décider quelle compagnie a le droit et quelle compagnie n'a pas le droit. Puis étant donné que les usines de batterie, ça paraît bien, c'est la greenitude, là, c'est toujours pour bien paraître, là, la façade. Bien là, eux, on leur a donné 10 %, ce qui est énorme, 10 %. Là. Oui, c'est énorme. C'est fou. En fait, c'est irresponsable, là, Éric. Puis on parle de subventions de 4 milliards, par exemple, qu'on donne à Nordvolt, là, mais on oublie de dire qu'on va leur vendre de l'énergie à 2 sous du kilowattheure, qui est une autre subvention. Là. Ben oui. Et on n'a aucune garantie que c'est la bonne filière. Là. Ça se peut qu'on est en train de mettre notre argent sur Beta puis c'est VHS qui va lever. Là. Exact. Parce que, tu sais, on en parlait, je ne sais pas quand est-ce qu'on a parlé, Jerry, des fois j'ai mêlé, là, mais Hertz, on a parlé qu'il largue les voitures électriques et en vend 20 000. C'est fini pour eux autres. Là. Ils voulaient faire un switch de tout mettre les voitures électriques dans la flotte de location. Et ils disent c'est pas rentable. On n'est pas capable de rentabiliser ça. C'est impossible à rentabiliser. Donc, ils ont tout mis en vente cette semaine. Donc, ça vous montre qu'il y a un changement dans la perception que les gens avaient des voitures électriques. Finalement, là, le bon mood est comme changé. Ça devient comme un peu une joke. Les gens disent « Ouais, finalement, on a peut-être misé sur le mauvais cheval. » Mais ça risque de changer très rapidement. La raison pourquoi je t'en parle, c'est que, bon, ben, tant mieux de savoir que les provinces participent plus.
Mais, tu sais, moi, là, je trouve que le Québec, s'il faut faire des barrages, faites-en, sacrément. Puis ça presse. Oui, Commencez à en parler là, ça presse. Sortez le gaz naturel. S'il y a des choses qu'on peut faire autrement aussi, ben qu'on le fasse. L'autre affaire, si je suis premier ministre du Canada, là, moi, je viens m'asseoir à Québec puis je viens dire, OK, regarde, là, on a besoin pour aider les pays. On a des pays avec qui on est amis, mettons l'Allemagne, tout ça. Ils ont besoin d'avoir une autre alternative que des tuyaux qui arrivent de la Russie puis qui passent par certains chemins un peu douteux où ils peuvent se faire sauter les tuyaux. Donc, on va leur donner un coup de main. On va envoyer notre gaz de l'Ouest, puis celui du Québec aussi qui va sortir. On va le liquéfier au Saguenay, puis on va faire le projet, puis on va les envoyer bateaux pour nos amis en France, puis en Allemagne, puis tout ça. Puis si tu n'embarques pas, comme tu as fait la dernière fois, regarde, ça c'est coupé, ça c'est coupé, ça c'est coupé, puis ça. À un moment donné, la politique du bon gars, puis la politique de « oh, on accepte tout ce qui arrive », à un moment donné, il faut que ça finisse, cette affaire-là. Il faut être logique, puis il faut que le monde se tienne debout. C'est ce que je m'attends d'un Poilievre. À date, je ne pourrais pas de voir qu'est-ce qu'il va faire, mais j'espère que ça va être le genre de 4 ans où ce que ça va être le gros bon sens qu'ils vont mener, et ceux qui ne veulent pas embarquer dans le gros bon sens, puis qui sont dans l'image, puis dans ci, puis dans ça, on leur règle le cas. Money is everything, OK? Quand tu coupes de l'argent, tout le monde comprend, puis tout le monde rentre dans les rangs. J'espère que Poilievre va être là, puis je souhaite que le Québec, à un moment donné, se réveille, parce que là, moi, je trouve que c'est inquiétant. Là. Tout ce qui arrive au niveau énergétique, en l'espace de 1 an et demi, 2 ans, on dirait que tout s'est écroulé au Québec. Tout ce on avait comme une genre de... Tu sais, on se disait, tout va pas bien au Québec, mais au moins, on a du courant en profusion. On nous disait qu'on avait de l'électricité, puis savoir quoi en faire, quand même, on est obligé de baisser la quantité d'eau d'un barrage, etc. Et en l'espace de 2 ans, cette sécurité-là, c'est parti, là. On est les propriétaires du Sahara qui manquent de sable. Oui. Ils sont, mais en même temps, là, Jeff, là, moi, je ne suis pas surpris. À partir du moment où tu donnes le pouvoir à des politiciens de gérer quelque chose, ça arrive souvent que ça finit que tu manques toujours de l'argent des autres. Puis là, c'est ça qui est en train de se produire avec notre énergie. On a tout concentré ça dans des mains de politiciens. Ils ont fait de la politique avec l'énergie. Regardez, là, quand les politiciens là, se promènent et qu'ils donnent des blocs énergétiques dans des régions pour une usine en campagne électorale ou en pré-campagne électorale, qu'est-ce qu'ils font? C'est carrément ça. Là. Ah oui, quand ils font. Là, regardez, quand Fitzgibbon se promène et qu'il veut se donner une image verte, puis qu'il donne des milliards puis des blocs énergétiques à des usines de batterie, qu'est-ce qu'ils font? C'est de l'image. Est-ce que c'est pour le bien-être économique du Québec? Ben Est-ce non, que c'est parce que c'est ça qui est le plus C'est ça qui est le plus économiquement rentable? Non. C'est ça qui est le plus politiquement vendable et qui paraît bien. Ça fait plaisir aux journalistes. C'est ça. Puis ça fait que là, ça te donne bonne presse pendant quelques semaines. C'est ça qu'ils font. Fait qu'on est en train de dilapider. Puis t'as raison là, qu'on disait qu'on avait, rappelle-toi, les vendeurs rabais aux Américains. On a signé des contrats, on a les mains attachées. On vend de l'énergie aux Américains alors qu'on dit qu'on n'aura plus. On dit à des entreprises au Québec, vous n'avez plus le droit de créer des jobs au Québec, puis de vous agrandir, puis de prospérer chez nous parce qu'on n'a pas d'énergie, mais on prend l'électricité et on l'envoie aux États-Unis. Puis je sais que c'est pas vendable. Les Québécois sont ailleurs, puis ils détestent Trump, puis ils détestent ci, puis ils sont pas en train de regarder nos affaires à nous autres qu'il faut regarder. Ils vont arriver là quand à un moment donné, il y a quelqu'un qui va dire « Faut que tu baisses ton thermostat à 18 ». Hein? Ben oui, mais Christy, ça fait 3 ans qu'on voit ça en train... Ça se trame, il n'y a rien. Mais des fois, on est dur à suivre. Des fois, on est... C'est quoi qui fait qu'on n'est pas capable de voir ce qui est évident? C'est quoi qui fait? Comment ils font pour que les gens soient comme perdus de même, puis on suit mauvaises affaires, Trump là-bas, puis tel autre, puis... Comment ils ont fait pour que les Québécois ne regardent pas ce qui se passe et les bonnes affaires à regarder? Ils ont une sauce secrète, Éric. Mais en même temps, c'est très difficile de percer. Hein? Tantôt, là, on a parlé, Régent, toi et moi, là, de la taxe sur l'essence. C'est un scandale au Québec, comment on paye beaucoup trop cher notre essence, comment le gouvernement surtaxe. Écoute, il y a tellement de taxes sur l'essence que c'est tellement compliqué qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont même pas à te l'expliquer.
Parce que tu as une taxe fédérale d'assises qui est par-dessus ça, tu as ta TPS fédérale. La taxe, après tu taxes la taxe. C'est ça taxe la taxe. Après ça, au provincial, tu as une taxe provinciale de 19 cents de litre. Après ça, tu as des taxes carbone qui sont comme déguisées parce qu'on les charge, mais on s'en rend pas compte à la pompe. Mais quand tu charges à la pétrolière, c'est sûr qu'elle te refile sa facture de taxe qu'elle reçoit de plus. Là. Après ça, tu as la taxe dans certaines municipalités pour le transport en commun. Là, ils viennent de donner un nouveau pouvoir aux villes à l'extérieur de Montréal, puisque Montréal l'avait déjà, pour pouvoir taxer encore plus. Puis tu as la taxe en plus sur ta TVQ qui s'applique évidemment par-dessus ça, qui taxe toutes les autres taxes. C'est juste comprendre, là, puis ils ont tellement mêlé le monde, là, je suis même pas capable de dire clairement combien est-ce qu'on paye de taxes pour chaque litre qui rentre dans votre char. Tellement qu'il y en a, puis tellement que c'est compliqué, puis ils ont trouvé toutes sortes d'entourloupettes. Mais est-ce que tu es surpris que ton idée ne plaise pas plus? Dans le sens que nous, ça nous plaît, les pirates, les membres du parti ou les gens qui ont voté pour toi, la même gang finalement, mais c'est une des seules places au monde où les gens se battent pour garder une taxe ou encore pour en créer une nouvelle. C'est spécial. Mais regarde, j'ai fait une conférence de presse mardi passé. Heureusement, à peu près tous les grands médias québécois francophones, puis même anglophones, l'ont couvert. OK? TVA, Radio-Canada, Nouveau, Le Journal, Le Soleil. Il y a un média qui ne l'a pas couvert. Même 98.5, j'ai été faire une tribune téléphonique, je dirais c'est une demi-heure. Mais la presse, pas un mot. Bon, OK, ça arrive. Le surlendemain, l'éditrice en chef de la presse, Stéphanie Gramont, elle écrit une chronique contre les baisses de taxes sur l'essence. Pire, elle suggère qu'il faut augmenter le prix, les taxes sur l'essence. Okay, elle pense qu'on ne paye pas encore assez cher. Puis les exemples qu'elle utilise, c'est en Italie et en France. Pour dire, regardez, eux autres, ils payent plus cher que nous autres, de taxes sur le gaz. Il faudrait prendre ça comme exemple. Puis là, elle dit, gars, eux autres, ça a financé du transport en commun. Mais c'est parce qu'on est en Amérique du Nord. Premièrement, nos entreprises, ils ne concurrencent pas contre les entreprises italiennes. Ils concurrencent contre des compagnies à Boston et à Toronto. Deuxièmement, on est sur un territoire qui est extraordinairement grand comparé à la France puis l'Italie, où tout se fait quasiment à pied, là. Puis, troisièmement, on a un climat nordique aussi, là. Tu sais, je veux dire, on est complètement dans une autre réalité, puis les distances sont beaucoup plus grandes, fait que c'est normal. Puis, on a des ressources naturelles en plus, en quantité importante sur notre territoire. Fait que ça, c'est pas important. Puis là, ils disent qu'il faut augmenter la taxe. Puis ce monde-là, évidemment, ça se promène en voiture électrique. Ben oui. Bon. Puis eux autres, ils ne payent pas de taxe sur l'essence. Mm-hmm. Puis ça va être un problème tout à l'heure parce que nos autoroutes, là, la maintenance, elle commence à être déficitaire parce que là, ils rentrent de moins en moins d'argent, ces taxes sur l'essence, même s'ils augmentent les taxes. Parce qu'il y a de plus en plus de voitures hybrides puis électriques qui ne consomment pas ou de moins en moins d'essence. Ils ont juste été taxés par les plaques. Mais c'est ça. Mais en attendant, là, présentement, ce qui va arriver, là, c'est que la taxe est inéquitable. C'est-à-dire que plus tu es pauvre, plus tu vas payer de taxes, plus tu es riche, moins tu vas en payer. Exact. C'est carrément ça. Puis quand on va interdire, parce qu'en 2035, Jeff, là, on n'aura plus le droit d'acheter un char à gaz, pas en tout. Là. Mais ça, ils vont nous l'interdire. En tout cas, ça n'arrivera pas. Ils ont voté ça. Là. Mais déjà, au moment où on se parle, Jeff, là, ça fait qu'ils ont des quotas. Parce que là, ça commence, là, parce que là, c'est 50 dans 5 ans, puis là, c'était 20 puis il y a des quotas déjà. Puis les voitures électriques, tu l'as dit tantôt, là, les consommateurs ne sont pas friands. Là. Tous les grands constructeurs automobiles ont commencé à réduire leur production. Le Québec est un peu à part, là, ça. Le Québec, dire. Oui. Mais ailleurs, là, les conducteurs... OK. Et donc, toutes les raisons sont là pour qu'ils te publient. Et finalement, ils ont décidé de ne pas publier. J'ai lu ta lettre. Ils ont décidé de ne pas publier ta réponse. Pas parler de ce que j'ai dit, qui ont juste critiqué ce que j'ai dit. OK? Puis là, je veux répliquer. Moi, j'ai toujours pensé... Moi, mon grand-père a été journaliste à la presse toute sa vie en passant, là. Hein? C'est lui qui a embauché Régent Tremblay à un moment donné, là. Éric Duhem qui réplique, les gens qui aiment Éric vont être là, mais surtout les haters vont être là. Ça donne beaucoup de clics, là. Puis c'est pas comme si j'avais des chroniqueurs à tous les jours qui défendaient mes politiques du Parti conservateur, là. Je me souviens pas, dans la dernière année, d'avoir lu une seule chronique où il y avait un paragraphe positif sur nous autres, là. Non, il n'y en a pas.
Zéro. Cherchez-les pas, vous allez avoir bien de la... Il n'y en a pas, puis ils ont Puis réussi à faire une job de merde parce qu'il y a 37 dans le sondage des gens qui trouvent que tu es le pire politicien ou celui qui aime le moins, alors que tu n'as rien fait pour te faire haïr. Au contraire, tu amènes soit des solutions ou encore tu fais des constats, puis tout le monde devrait être content de voir qu'il y a du monde qui risque de poser des... En tout cas, qui ose poser des questions sur ce qui ne va pas. Ça a l'air que ça dérange beaucoup. Donc, ils ont fait une job pas pire. Ils ont réussi à convaincre près de 40 des gens. Mais je veux dire... Ça, là, cette affaire-là, là, quand on voit ça, je veux dire, c'est ce qui se passe en ce moment. Là. Ils sont en train de démoniser. Ils te démonisent. Oui. Ils démonisent de la même manière Pierre Poilievre. Exactement. Si on fait l'extension, c'est la même chose sur Trump également. Et jamais tu as l'autre côté de la médaille. Moi, je n'ai pas de problème à ce qu'ils amènent ce côté-là, mais pourquoi il n'y a pas l'autre bord? C'est un côté. Puis après ça, ils veulent des subventions parce qu'ils disent qu'eux autres sont impartiaux. C'est l'impartialité. C'est les chiens de garde de la démocratie. C'est les chiens de garde de la démocratie. Fait que comment tu veux justifier... Écoute, je sais pas si tu as vu passer ça, je pense qu'on s'en est même parlé à ce moment-là, mais le ministre de Lacombe, là, Mathieu Lacombe, qui est responsable de la culture puis des communications, puis justement, il est responsable du financement et des subventions aux médias, il est sorti dans une entrevue avec Isabelle Haché pour parler de comment les médias, à mon égard, n'étaient pas neutres. OK? Puis il disait que les médias, il va falloir qu'ils fassent un examen de conscience parce qu'à un moment donné, tu sais, s'ils ne peuvent pas demander des subventions puis en même temps être biaisés. Puis il donnait mon exemple. C'est quand c'est rendu que c'est ton adversaire politique spécial, hein? Qui trouve que les médias sont biaisés contre toi, ça te donne-tu une idée comment est-ce que c'est pas égal? Pas des farces, là. Incroyable. Le ministre s'en est rendu compte, il l'a écrit. Écoute, j'ai fait un tweet en fin de semaine, je pense. À un moment donné, je vois je pense que c'est le 45e texte que je vois en à peu près un mois anti-Poilievre. Puis c'était la même chose pour toi pendant la campagne. Ouais, c'est la même affaire. Là, c'est comme un genre de procédé. début de campagne. Je veux dire, tu sais, c'est gênant. Là. Y a-tu au moins un texte à Radio-Canada, un texte à TVA, un texte de LCN, un texte Journal de Montréal ou un texte au Devoir ou à la presse, un en 2024 qui va dire, ouais, finalement, on a regardé ça un peu, Poilievre, on sait pourquoi ça lève. Il n'est pas si pire que ça. Puis finalement, je vais être bien plus au centre que vous pensez. Calmez-vous une aire. Là. Trudeau, anyway, on a fait le tour, on est rendu ailleurs. C'est peut-être le temps de faire juste un genre d'équilibre. Ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. C'est pas sain, ça. C'est pas simple, la démocratie. Puis c'est malheureux, là, mais à part peut-être Nathalie El-Grabli va en écrire un une fois de temps en temps quand il y a publié. Là. Mais il y a vraiment, vraiment, vraiment un problème. Puis comment est-ce qu'on va faire pour t'en revirer ça de bord? Moi, c'est sûr que je l'ai même dit à Pierre Poilievre. Je dis, gars, les médias au Québec, là, attends-toi que ça va être exactement, ça va être du copier-coller ce qu'ils m'ont fait. Oui. C'est pas moi. Puis c'est déjà commencé. Je viens de le dire. Là. Ça va être exactement le même procédé. Puis tu sais, je vais te donner un exemple. Moi, pendant la campagne électorale, la presse m'invite pour faire une table éditoriale. Et la plupart des autres chefs, je pense que François Legault n'en a fait aucune. Moi, j'y étais. J'ai fait Le Devoir. J'ai fait la presse. La presse, même, ils m'ont annulé, puis il a fallu que je le fasse dans l'autobus, puis on a eu des problèmes de communication, mais bon. La prochaine fois, là, c'est de valeur, là, mais tu sais, autant moi, je suis pour le dialogue, là, mais ça donne quoi d'aller parler avec du monde qui ne veulent même pas reconnaître ton droit de réplique quand ils te fessent dessus? Oui. C'est comme aller voir un combat de boxe que tu attaches un gars puis l'autre fesse. C'est quoi l'intérêt? Zéro. Il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt. Puis là, ben, il faut continuer. Je sais que tu le fais via tes médias sociaux. Il faut passer le message. J'ai publié dans Libre Média. Eux autres, ils m'ont accepté. Ils ont accepté, Libre Média, de publier ma réplique parce que la presse ne voulait pas. Puis moi, j'ai de la peine. C'est bien, ça, d'aller voir des médias alternatifs. Oui. Ça, ils travaillent fort, la gang de Libre Média. Ils font une bonne job. Oui. Ça, c'est une très... J'y ai pensé. Quand tu as dit, je vais me trouver quelqu'un qui... Je me suis dit, d'après moi, il va aller à Libre Média. C'est ça que j'ai fait. Ça a marché. Mais ça me fait de la peine encore plus parce que la presse, pour moi, ça veut dire quelque chose, Jeff. Parce que mon grand-père, comme je t'ai dit, il travaillait là. Moi, quand j'étais petit cul, j'avais 7-8 ans. On va oublier ça. Le soir, mon père m'amenait, puis on allait, puis je m'assoyais sur les genoux à mon grand-père dans la salle des nouvelles de la presse. T'sais, pour moi, la presse, ça signifie quelque chose. Là. Puis mon grand-père, c'était à une autre époque. Là, mon grand-père, il avait son tiroir, il ouvrait, il sortait son 40 puis il faisait des petits shooters puis, dans la salle des nouvelles. Puis le monde, ça s'obstinait. Ça s'obstinait dans la salle des nouvelles. Mon grand-père, c'était un souverainiste avoué. Son boss, c'était Roger Deslandry, qui était un fédéraliste fini. Puis il y avait des débats, il y avait des opinions différentes. Voilà. Il y avait quelque chose qui se passait là. Ça m'a donné le goût des médias puis de la politique, Jeff. Aujourd'hui, là, c'est rendu aseptisé.
C'est un moule. Ils sont tous pareils. Ils habitent tous dans le même quartier. Ils sont tous habillés pareil. Ils pensent tous pareil. Ils sont passés tous des mêmes facultés, des mêmes universités. C'est triste. Il n'y a plus de diversité. Puis on se demande pourquoi les médias disparaissent. Est-ce que c'est à cause de cette culture de l'annulation-là puis de ce manque de diversité d'opinion? Oh oui, c'est sûr. C'est lui. Oh oui, c'est lui. C'est pas impossible, là. C'est sûr que c'est ça. C'est les gens ont plein le cul, à un moment donné. Puis même ceux qui, mettons, ont les mêmes idées. Je veux dire, à un moment donné, il faut que tu les surprennes un peu, là. Il faut que tu les choques un peu, à un moment donné. Ils vont trouver ça redondant. Ils sont prévisibles. Je veux dire, c'est-tu assez prévisible d'écrire une chronique dans la presse pour dire qu'il faut augmenter les taxes sur l'essence? Ben ça. Hey, bonne saison 2024 qui merci, Jeff. déjà bien commencé. Merci, Éric Duhem. Merci à Mia d'être venue et de ne pas avoir trop scrappé toutes les non, fils. Non, tout est correct. Jusqu'à date, so far, so good, mais c'est ça. Hey, Jerry, thank you, man. Yes, merci sir. pour tout le show d'aujourd'hui sur Prime et sur Live. Mon nom est Jeff Fillion. Merci au producteur Mr. White. Mr. White. Voilà, on se parle demain, mercredi, pour le milieu de semaine. See ya! Radiopirate.com. Fresh 100%. 100% pirate.